étaient plutôt cartésiens, mais aujourd'hui, ils en sont convaincus, ils communiquent avec l'au-delà. On a eu des phénomènes comme ça, des bruits, des odeurs, des meubles qui bougeaient. Patricia Daré est journaliste. Elle nous parlera de son don assez particulier. Ce que je vois, c'est avec les yeux, j'allais dire de l'intérieur. Je vois des gens que je ne vois pas de cette manière-là avec mes yeux. Je les vois d'une autre façon, mais ils sont là. Et on arrive à créer le contact. Christelle et Pascal sont persuadés que leur fille, décédée en 2010, entre régulièrement en contact avec eux. D'habitude, quand Nolwenn appuyait sur l'alarme, elle sonnait 3 fois et elle s'arrêtait. Là, ça a duré un quart d'heure, 20 minutes. Donc on s'est dit, on va enlever les piles. L'alarme a continué de sonner. Virginie, elle aussi, nous parlera de phénomènes étranges. À l'époque où j'étais toute petite, je devais avoir 6-7 ans, je dormais souvent chez mes grands-parents et je voyais les têtes de 2 hommes qui m'observaient derrière la porte de ma chambre que ma grand-mère laissait toujours entrebâillée. Enfin, Véronique a la sensation de cohabiter avec des esprits. J'ai pris des photos sur toutes les façades et là j'avais des silhouettes en fait derrière les fenêtres. Ils communiquent avec l'au-delà, c'est toute une histoire aujourd'hui. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à mes invités d'être présents sur ce plateau. C'est une émission toute particulière que nous vous proposons aujourd'hui. Mes invités ne sont ni des illuminés ni des marchands du temple et pourtant ils pensent vivre entourés d'anges gardiens, de vibrations ou même de fantômes. Ces cartésiens vont encore plus loin, ils disent qu'ils parlent avec l'au-delà. Il est mort, mais nous communiquons toujours. C'est le thème de toute une histoire aujourd'hui. Merci d'accueillir chaleureusement mes invités, en commençant par Patricia, que j'ai toujours autant de plaisir à retrouver. Bonjour Patricia. Bonjour Sophie. Vous êtes médium, mais à la base, vous êtes plutôt journaliste, entièrement cartésienne. Comment ce don est-il apparu ? Eh bien, écoutez, il apparaît, enfin on va dire encore une fois, cette possibilité s'est développée d'une manière un peu étonnante, puisque c'est arrivé après la naissance de mon fils, 2 mois après, effectivement, donc avoir donné la vie à ce petit bébé, j'ai eu une nuit, dans l'oreille, une voix qui m'a parlé et qui m'a intimé l'ordre de me lever, de prendre un papier et un crayon, évidemment, chose que je ne fais pas. A priori, puisque je trouve ça totalement incongru. C'est la première fois que ça vous arrive. Ça m'est arrivé, c'était la première fois que ça m'arrivait. Et moi, tout d'abord, je me suis dit, j'entends une voix, mais première chose, qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce que j'ai bu hier soir? Et puis deuxième chose, c'est, je suis un peu fatiguée, peut-être, baby blues ou une chose bizarre. Bon, j'essaie de me rendormir. Et il y avait quelqu'un à côté de vous? Oui, il y avait mon mari qui dormait, alors je l'ai réveillé, je lui ai dit, tu m'as parlé, et à entendre ce qu'il a bredouillé, j'avais compris que c'était pas lui. Et donc, j'essaie de me rendormir et là, une deuxième fois, la voix revient dans mon oreille et me dit, je t'ai dit de te lever, de prendre un crayon. Et je suis complètement affolée parce que la première chose, masculine ou une voix féminine? masculine. Alors, elle est masculine, elle est autoritaire, c'est un ton grave et qui ne me laisse pas le choix. C'est-à-dire que je ne peux pas résister, il faut que je le fasse et je le fais. Et ma main part, ma main écrit, mais ma main écrit en dehors du contrôle de mon cerveau. C'est-à-dire que mon cerveau ne pense pas et ma main, elle, a l'air de penser puisqu'elle écrit des mots et des phrases. Avec votre écriture habituelle? Non, c'est une écriture grossière, lettres attachées, une espèce de phonétique. Et là, je me rends compte qu'il se passe quelque chose d'étrange qui me fait d'abord un peu peur parce que je ne contrôle pas et je ne sais pas quoi faire. Et puis je déchiffre parce qu'il faut déchiffrer. Je dis bien, je ne lis pas, je déchiffre cette écriture. Et là, je lis le message qui me dit, ben maintenant, voilà, tu es en relation avec une autre dimension. Alors, comment vous réagissez? Ah ben, je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, je suis complètement folle. Qu'est-ce que c'est? Donc, je ne dis rien. Le lendemain matin, je me lève, je ne dis rien à mon mari, je n'en parle pas à personne. Et je téléphone à un psychiatre, parce qu'il faut absolument consulter, il y a un problème. Je ne peux pas imaginer, je suis devenue médium. C'est pas possible. Donc je vais voir un psychiatre et je lui explique. Voilà, cette nuit, je crois être devenue schizophrène. Ce qui le fait rire. Et donc il me dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et je lui explique qu'une voix est venue dans mon oreille. Là, je vois qu'il s'enfonce légèrement dans son fauteuil quand même. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Eh bien, elle m'a dit de prendre un papier, un crayon, et elle m'a dit d'écrire, et j'ai écrit, et voilà. Je dis, bon, c'est bien. Est-ce que j'ai l'air malade? Il me dit, vous n'avez pas a priori l'air malade, mais ça ne veut rien dire. Est-ce que si je vous donne un papier, un crayon, vous pouvez refaire? Ah, je dis non, puisque ils m'ont dit que je ne pouvais pas le faire quand je voulais. Mais qui ils?
Ah ben je ne sais pas, ceux qui ont demandé ça. Et pourquoi vous dites ceux? Ils sont plusieurs. Et là je me rends compte que la voix que j'ai ressentie, en fin de compte j'avais l'impression qu'elle regroupait un certain nombre de personnes. Et nous attendons, il me dit prenez ce papier, prenez ce crayon, attendons. Et au bout de... J'étais persuadée que rien ne viendrait. Et au bout de peut-être 5 minutes, 6 minutes, je me sens plongée, je prends un papier, donc le crayon, et ma main part de nouveau sur la feuille. Une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles. Et là, il regarde. Et ensuite, j'ai dit, voyez, c'est comme ça. Nous déchiffrons ensemble, et cette fois, ça parlait de lui. Lui, tout ce qu'il y avait à savoir sur lui, sa vie privée. Des faits précis. Des faits précis de sa vie. Et là, il est resté absolument... Que vous ignoriez, vous. Ah ben oui, je ne le connaissais pas. Et il m'a dit, mais alors, comment faites-vous ça? Justement, je comptais sur vous pour me le dire. Parce que ça ne résout pas mon problème. Et c'est parti comme ça. Il m'a dit, je ne peux rien faire. Ce n'est pas de ma compétence. Ce n'est pas mon avis psychiatrique. Vous êtes ce qu'on appelle une médium. Alors, au début, c'est un gros problème. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien sûr. C'est un handicap. On en parle, on n'en parle pas. Alors, on n'en parle pas, évidemment. Et puis, petit à petit, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de développer pour en faire une chose à part entière, mais l'intégrer dans la vie rationnelle petit à petit. Alors, vous êtes des qui, précisément? Les vivants, Alors, des gens, les oui. morts, qui? Tout le monde, parce que quand on aide les vivants, on aide les morts, et quand on aide les morts, on aide les vivants bizarrement. Alors, c'est-à-dire, les vivants, vous les aidez à quoi, par exemple? Écoutez, quand on dit à quelqu'un, alors au début c'était très embêtant parce que je me rendais à des dîners, vous êtes un dîner entre amis, et tout à coup, vous êtes en contact avec quelqu'un qui vous dit à cette personne que je vais bien et qu'en fin de compte, il s'est passé ça et ça. Mais est-ce que ça vous arrive malgré vous? Ou Oui, malgré moi. Ou est-ce que vous, par exemple, moi, si je vous dis, est-ce que vous avez un truc à me dire, est-ce que vous êtes capable de faire du sur-mesure? Non, je n'ai pas de sur-mesure. Voilà, donc Moi, ça vous arrive à votre insu, quoi. Je n'appelle pas. Je ne demande rien. Au contraire, d'ailleurs, je dirais presque, au contraire, je n'appelle pas. En revanche, ça vient à moi quand il faut dire quelque chose. Et c'est toujours du positif, ce Oui, que bien vous sûr. recevez. Il n'y a du rien qui positif. vous encombre. Non, je ne suis jamais encombrée. Parce que vous dites quand même dans votre livre que vous aidez les vivants parfois à leur transmettre un message qui peut les aider dans leur vie ou qui peut les informer Bien de quelque sûr, chose. bien sûr. Mais vous aidez aussi les morts et certains qui n'arrivent pas À passer. à passer. Alors expliquez-nous ce que ça veut dire, à passer ou à s'élever. Expliquez-nous encore ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent, parce que j'ai compris, d'après mon expérience, c'est pas une vérité universelle. D'après ce que j'ai compris, des gens qui meurent ne prennent pas toujours conscience de leur mort. Des gens qui sont très attachés à la terre, à la vie matérielle, sont tellement imprégnés de cette vie matérielle que lorsqu'ils passent de l'autre côté, ou lorsqu'ils meurent, lorsqu'ils laissent leur corps, ils ne se sont pas détachés de cette matière, donc ils ont l'impression d'être encore ici et d'avoir encore une action, une vie à mener, une vie active ici. Ce qui fait qu'ils se trouvent souvent à désarroi, errants, continuant d'aller au travail, continuant d'aller au bureau. On les trouve sur les trottoirs, on les trouve partout. Il y a des gens Sur les partout. trottoirs, mais invisibles. Oui, invisibles. Pour moi, visibles. Pour vous, visibles. On les voit passer. Quelquefois, ils vous voient. Quelquefois, ils ne vous voient pas. Quelquefois, ils sont persuadés d'être encore dans leur vie incarnée. Et il faut c'est-à-dire que vous, Patricia, quand vous vous baladez dans la rue, il vous arrive de croiser des gens oui, tout à fait. qui nous sont... Et comment vous savez qu'ils sont ailleurs? Je le vois, je les capte. D'abord, la Est-ce qu'ils captation sont d'une médium. transparents? Est-ce qu'on les Non, voit pas alors- de la même manière? Ils ressemblent à quoi? Non, alors, je ne les vois pas avec ces yeux-là. Ces yeux-là sont faits pour voir la 3D, ce que nous voyons. Ouais. Ces yeux-là, si je voyais des choses avec ces yeux-là, ce seraient des choses, on va dire, ou des hallucinations, ou vraiment des matérialisations, mais c'est très rare. En fait, ce que je vois, c'est avec les yeux, j'allais dire, de l'intérieur. Je vois, c'est très difficile à expliquer, en fait, je vois des gens que je ne vois pas de cette manière-là, avec mes yeux, dans cette matérialisation. Je les vois d'une autre façon, mais ils sont là. Et bizarrement, c'est pour ça qu'ils sont différents, d'ailleurs, sur un autre plan, c'est que je ne les capte pas de la même façon. Je les vois néanmoins, et on arrive à créer le contact. Et au bout d'un moment, eh bien, je me rends compte qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont plus à leur place, ou qu'ils sont dans une dimension un peu décalée. Et c'est là le travail de la médium. C'est de leur faire prendre conscience qu'ils sont décédés et qu'il est temps de partir. Tant qu'ils n'ont pas pris conscience, en fin de Et compte. comment vous leur parlez? On leur parle, bien sûr, je leur parle. Et vous leur parlez avec les mots Oui, ou tout par à la fait. pensée? Par pensée, mots, tout dépend de la personne. Il n'y a pas de généralité. En fin de compte, chacun est un cas particulier. Il y a des défunts qui ont besoin de la parole encore. D'autres, la pensée suffit. Tout est, en fin de compte, tout est force, tout est transmission de pensée, tout est énergie.
En fait, la lecture du livre de Patricia, qui s'appelle Un souffle vers l'éternité, publié chez Michel Lafon, permet d'apaiser les souffrances quand même après un deuil, par exemple. C'est un témoignage quand même extrêmement positif et ça fait du bien d'écouter votre discours. En tout cas, on va poursuivre cette émission et ouvrir notre première partie, un premier contact. On va saluer Christelle et Pascal. Bonjour à tous les deux. De qui êtes-vous venu nous parler aujourd'hui? De notre fille Nolwenn, qui est décédée le 26 octobre 2010. Elle avait quel âge, Nolwenn? Elle avait 24 ans. Vous êtes présent aujourd'hui car malgré la mort de votre fille, vous en êtes persuadé qu'elle est quelque part puisque vous dialoguez avec elle. Elle est là, elle est avec nous. Là, par exemple, en ce moment, elle est avec nous. Comment le savez-vous? Comment échangez-vous avec elle? Nous échangeons par une... Quand elle était malade, sur son lit d'hôpital, parce que nous avions fait venir un lit, elle a été 3 ans en soins palliatifs, c'est-à-dire que pendant 3 ans, nous savions qu'elle allait mourir, mais on ne savait pas quand. Donc on avait fait venir tout le matériel médical dans sa chambre, et elle avait un lit sur lequel nous avions installé une alarme, qui est ici. Et donc sur lequel, parce que comme elle était trachéotomisée, elle ne pouvait plus parler. Donc elle appuyait sur ce bouton lorsqu'elle avait besoin de nous. Et mon mari, qui a le récepteur, qui était dans notre chambre, sonnait en fait. Et puis donc une grande cousine à Pascal nous a dit un jour, je connais peut-être une personne qui peut vous aider à remonter ce deuil et à vous sentir mieux. Nous sommes allés la voir sans savoir qui elle était. Nous sommes allés la voir. En fait, c'est un médium. Et elle nous a dit, lors du tout premier entretien, elle nous a dit, Nolwenn me dit qu'il faut appuyer sur un bouton rouge. Alors, elle me demandait si je jouais souvent avec elle, avec des jeux sur lequel il y aurait des ronds rouges. Je dis non, pas du tout. Puis nous sommes rentrés comme ça chez nous. Et le soir même, l'alarme n'a cessé de sonner pendant un quart d'heure, 20 minutes. Alors qu'elle ne sonnait pas d'habitude? Non, pas du tout. Et sur le coup, donc, on a laissé sonner l'alarme sans savoir que c'était elle. On n'a pas fait le rapprochement du tout. Et 2-3 jours après, on a fait le rapprochement, le dessin, le bouton rouge. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit? En fait, elle nous a expliqué que Nolwenn lui disait qu'il fallait qu'elle appuierait sur un bouton rouge pour nous donner signe de vie. Et donc, bouton rouge. Il paraît qu'il était question aussi d'une étoile et d'une vieille dame. Ça, c'est autre chose. Donc, l'étoile... Alors, la première chose qu'elle nous a dit avant de parler de ce bouton rouge, c'est que Nolwenn n'était pas seule, qu'il ne fallait pas qu'on s'inquiète, que Nolwenn n'était pas seule. Elle avait été accueillie par une dame d'un certain âge, avec les cheveux blancs, religieuse, et qui lui tenait la main. Accueillie donc là-haut? Là-haut. Dès qu'elle est arrivée, on va dire là-haut. Elle était en attente, cette personne était en attente de Nolwenn. Elle savait qu'elle allait venir et que... Et il faut savoir que lorsque nous allions à Paris pour des interventions, nous étions logés par des religieuses, 2 religieuses, et l'une d'elles, qui s'appelait Berthe, en fait c'est elle qui a accueilli Nolwenn, est décédée au mois de septembre, un mois avant, alors que nous ne le savions pas. Et c'était donc Berthe dont il s'agissait. Moi qui étais très cartésienne, et d'abord avant d'aller chez ce médium, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire là? J'ai rien à faire ici, ça va rien m'apporter. Voilà, je veux garder mon chagrin pour moi. Et en fait, quand je suis sortie de là, j'ai été complètement bouleversée. On en a discuté toute la soirée, on n'a pas dormi de la nuit. Et donc voilà, c'était vraiment, c'était stupéfiant quoi. Et donc très il y a eu une première fois où l'alarme a sonné, et puis par la suite, cette alarme n'a pas fini de vous surprendre. Vous nous raconterez comment elle est devenue votre moyen d'échanger, de dialoguer avec votre fille décédée depuis seulement quelques semaines. Mais on découvrira cela juste après ces quelques messages de la rédaction. Retour sur le plateau de toute une histoire. Il est mort, mais nous communiquons toujours. C'est le thème de notre émission aujourd'hui. On va poursuivre avec notre deuxième partie, vivre avec les esprits, et avec Véronique. Bonjour Véronique.
85% des Français ne croient pas aux fantômes et aux esprits. Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre, vous? D'abord, ça ne me dit pas grand-chose, parce que moi, c'est pas une notion de croyance. Parce que croire aux fantômes, pour moi, ça ne veut rien dire. Je veux dire, pour moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est de l'expérience. Alors vous avez 46 ans, vous avez 3 enfants et vous êtes passionnée d'histoire. Vous diriez que vous êtes plutôt cartésienne? Écoutez, je suis cartésienne par ma formation, puisque je suis docteur en histoire, et pour faire une thèse, on est obligé de se fier à des archives, à des sources, à de la matérialité, je dirais. Depuis combien de temps les esprits font-ils partie de votre quotidien? 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans? En fait, on a acheté un château sur un coup de cœur, puisque moi je suis vraiment passionnée de patrimoine. C'est le 2e château qu'on restaurait, parce qu'on avait acheté un autre, le Franc Symbolique, qu'on a restauré pendant 11 ans. Et en fait... dans quelle région? En Corrèze. Et là, on est dans le Poitou, enfin dans la Vienne. C'est ça le château? Oui, c'est ça. Oh. Et très peu de temps après... Donc il date de quand ce château? Alors, les premières fondations datent de 1337, l'année de la déclaration de la guerre de 100 ans, et a été transformé par un élève de Viollet-le-Duc. Et très peu de temps après l'achat, on a eu des manifestations, mais on ne s'en est pas parlé tout de suite. On a vraiment attendu. On ne s'en est pas parlé, c'est-à-dire? En famille, c'est-à-dire moi et mon mari et mes enfants. Oui. Parce que j'ai longtemps culpabilisé, parce que j'ai cru que je perdais la boule concrètement. Comme Patricia. Mais oui, et j'ai été voir un médecin qui a voulu me mettre sous psychotrope. J'ai pas pris ça parce que je trouvais que c'était pas du tout. Ça ne répondait pas à mes angoisses. Et on a eu des phénomènes assez Alors que quoi, par exemple? Si vous voulez, dans les premiers temps, alors ça c'est très subjectif, ça n'est pas prouvable, la sensation d'être tout le temps épié avec quelqu'un juste derrière soi. Mais c'est lourd, vous ne pouvez pas vous imaginer, vraiment. Bon, alors on me dit oui, c'est l'effet château. Non, l'effet château, ça n'avait aucune prise sur moi. Moi, j'avais déjà vécu dans des très grandes maisons. C'est la première fois que ça vous arrivait, ça? C'est la première fois que ça m'arrivait. Ouais. Et après, moi, j'ai fait classer ce château Fougeray. Donc, j'ai pris des photos sur toutes les façades pour la DRAC. Et là, derrière les fenêtres, j'avais des gens. Alors là, j'ai commencé à penser que bon... Comment ça, vous aviez des gens? J'avais des silhouettes, en fait, derrière les fenêtres. Mais sur les photos? Sur les photos que je prenais. Ah oui, donc on voit là, par exemple. Alors moi c'est encore cette photo, elle n'est pas du tout explicite. Il y en a qui le sont beaucoup plus. Mais... Ouais, peut-être qu'on va voir. Voilà, là, regardez. Oh, ah bah oui, là, on voit carrément un visage. Ça, c'est dans un miroir de chambre, en fait. Est apparue une jeune fille. J'ai eu 7 fois cette jeune fille. Ça, c'est une dame qui est venue visiter. C'est même pas moi qui l'ai prise. Et moi, après, par hasard, j'ai eu 7 fois cette jeune fille. Alors, la jeune fille qu'on voit en bas, là? Voilà. Non, la jeune fille, en fait, voilà. Enfin, moi, je vois 2 visages. Oui, alors il y en a qu'un à prendre en considération, c'est celui qui est au-dessus. Puisqu'en fait, le visage qu'on voit en bas, c'est l'enfant d'une des visiteuses du château un dimanche après-midi. Ah, d'accord. Et le problème, on a eu des phénomènes comme ça, des bruits, des odeurs, des meubles qui bougeaient. Des odeurs, c'est-à-dire? Des odeurs dans le château qui était abandonné depuis plus de 60 ans. Donc il y avait, vous imaginez, rien, des toiles d'araignée et des champignons. Et on avait des odeurs comme quelqu'un qui est en train de faire de la cuisine alors qu'on n'a aucun voisin. Mais très très forte. Mais quoi, par exemple? On a eu un jour, parce qu'on a eu des trophées d'antilopes dans un salon, et je rigolais avec ma fille, je disais mais t'as vu ça, Tintin au Congo, c'est horrible, je vais être obligée de les enlever, c'est moche, puis j'arrêtais pas de déconner avec ça. Et au même moment, ça s'est mis à sentir le chocolat super fort, et justement j'étais en train de regarder des photos qui datent des années 20, avec les propriétaires de Fougeray qui étaient en train de boire le chocolat sur la terrasse du château. Et là, on s'est regardé avec ma fille. Et elle sentait la même chose que vous? Ah oui, et on était plusieurs, puisqu'il y avait un styliste parisien qui était venu faire un shooting de mode à l'intérieur du château. On s'est tous rassemblés. C'est toi qui as un thermos? Non. Bon, et puis en fait, mais ça, c'était drôle. Après, on a été dans des trucs beaucoup moins drôles. Et là, par contre, on s'est vraiment posé des questions. Je veux dire, des sensations tactiles. Ma fille se faisait réveiller en se faisant secouer. Mon mari s'est fait taper sur l'épaule. Moi, j'ai vu une silhouette passer furtivement d'un salon à l'autre. Ma fille a vu 2 fois la même femme. Enfin, on devenait zinzin, quoi. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu peur? Ah oui, oui, j'ai même voulu partir. Je dis, allez, on vend ça, on se tire. À partir de quand avez-vous commencé à en parler ensemble? Longtemps après, en fait, parce que moi, j'ai culpabilisé. Mais c'est quoi longtemps après? Combien de temps? Je sais pas, on a acheté en mars. J'ai commencé à en parler l'été, et le premier médium qui est venu au mois d'août. Parce que là, j'en pouvais plus, là. Ouais. Non, franchement, je craignais
pour ma santé et celle de mes enfants. Enfin, mon mari était plus fort, mais ma santé et celle de mes enfants. Ma santé morale, notamment. Depuis 2009, ces manifestations vont en s'amplifiant. Nous sommes venus dans votre château pour tenter de comprendre ce que vous ressentiez. Petite visite de nuit au château de Fougeray. Ça se passe à Caux, dans la Vienne. Derrière cette grille se trouve le domaine de Fougeray. Au bout de cette longue allée, au milieu des arbres, on découvre le château de Fougeray. Mais derrière ces grands murs de pierre se produisent des phénomènes étranges. C'est comme si on vous dormiez chez des étrangers. Vous avez tout le temps l'impression d'être épié. Vous n'avez pas du tout l'impression d'être chez vous. Des esprits entouraient son château. J'ai vu très clairement une silhouette plutôt masculine passer de cette pièce à cette pièce. Bon, extrêmement rapidement. Je me suis collé le dos au mur et là j'étais complètement paralysée. Donc ça a démarré assez fort, je dirais quand même. Sur des photos qu'elle a prises, Véronique a découvert des formes humaines derrière plusieurs fenêtres. J'ai même des photos d'une petite fille dans une des pièces de la tour à côté. J'ai tout gardé. Quand la nuit tombe, le château semble alors se transformer en un passage vers l'au-delà. Véronique voudrait communiquer avec les esprits de son château. Ce soir, elle accueille une médium qui va tenter de l'aider. Là, cette pièce, il y a une jeune fille qui est décédée dans cette chambre. Cette pièce est vraiment relativement chargée. Donc je vais d'abord installer le micro. Caméras infrarouges et micros sont installés pour capter des sons et des images quasi imperceptibles. Mais il faudra plusieurs jours pour espérer un résultat. Il est tard dans la nuit, la médium commence son travail. Je vais directement essayer de rentrer en contact avec elle. Qui que tu sois, j'aimerais que tu me contactes. Partez. Notre équipe de tournage n'est pas la bienvenue. Nous devons changer de pièce. Puisque tu ne veux pas trop rentrer dans la communication, accepterais-tu, dans ces cas-là, d'écrire au moins quelque chose, ou même d'écrire un message peut-être? 15 minutes plus tard, la médium parvient à entrer en communication avec l'esprit par de l'écriture automatique. Peux-tu arrêter, s'il te plaît, juste un petit instant? S'il te plaît. Nous sommes amis. Nous avons bien discuté ensemble. Merci. Je suis très... Et elle a commencé à faire ça. Ah ok, ouais. Ouais, elle était très en colère parce qu'on était trop nombreux en fait. En fait, elle avait dit non. Bah oui, elle avait... Ça donne là. Exactement. Cette première expérience est loin d'être probante. Il faut changer de pièce et aller dans un des endroits les plus redoutés pour Véronique, la cave du château. Il y a quelqu'un ici qui est très incrusté à ce lieu. Alors, déjà, c'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup les médiums. Hein. C'est un monsieur très agressif. Est-ce que tu peux essayer de rentrer en contact avec lui pour lui délivrer le message que nous, il faut que les choses s'apaisent. On va tenter. Qu'est-ce qui se passe? On appuie sur mon épaule. Non, mais là, il s'amuse avec moi. Je crois que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de force. Il m'appuie. Voilà, ça a cessé. Maintenant, tu vas essayer de lui parler, voir si ça fonctionne. D'accord. Je m'appelle Véronique et je voulais vous faire passer un message. Nous sommes, moi et mon mari, les nouveaux propriétaires du lieu. Nous savons que vous êtes là. Nous respectons ça. Et par contre, nous voudrions cohabiter en paix. Pas de réponse, ni aucun autre signe de communication. Pour ce soir, c'est terminé. Et pour Véronique, des questions restent encore en suspens. Je suis un petit peu encore dans l'expectative parce qu'il y a des gens qui sont morts là. Bon, il y en a qui veulent rester là parce qu'ils aiment le lieu, mais pourquoi ils sont toujours là errés? Pourtant ce soir, la médium a obtenu quelques signes de communication. Tu crois que suite à cette première approche, les esprits les plus ouverts, je dirais, prendront contact avec moi, que j'aurai des signes de leur part?
Déjà, si jamais ils arrivent à s'ouvrir, non, bon là ils ne sont pas ouverts, hein, ça c'est clair, mais s'ils arrivent à s'ouvrir, déjà ça y est, c'est un pas de franchi. Il faut que je m'habitue à communiquer, parce qu'en fait c'est un endroit où il faut communiquer, sinon on est recroquevillé dans la peur et ça marche pas. Il faudra donc beaucoup de patience à Véronique avant de pouvoir dialoguer. Alors, plusieurs fois, ça veut dire que vous avez fait déjà venir plusieurs médiums pour communiquer avec les esprits de votre... Mais alors, vous allez rester là ou quoi? C'est pas trop pénible à supporter? Vous arrivez à y dormir? Comment ça se passe? Bah seule, non, je peux pas, il est seul pour l'instant. Et en fait, le problème, c'est que je fais pas venir des médiums par curiosité ou pour le folklore. Je fais venir des gens qui ont le don pour qu'ils m'aident à comprendre. Parce que moi, je pense qu'à force d'avoir des prises de contact, je suis en train de rassembler les pièces du puzzle. Parce que j'aimerais savoir qui est là. Pourquoi ces gens ils sont restés là? Et vous avez déjà réuni quelques pièces? J'ai quelques identités, c'est vraiment incroyable, j'ai quelques identités parce que moi... Et les témoignages des médiums se recoupent? Ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est que c'est des médiums qui ne se connaissent pas forcément. Moi, quand je les appelle, je dis pas oui, mais j'ai eu un tel, je fais exprès de rien dire. Je ne dis rien du tout sur ce qu'on a trouvé, sur ce qu'on a noté. Et franchement, quand les gens arrivent dans les mêmes pièces, ils me disent... Enfin, ils me décrivent la même personne. Donc, je veux dire, tout corrobore. Après, moi, j'ai eu des identités que j'ai pu vérifier avec les archives. Parce que, alors, par exemple, vous savez quoi? Bah, moi, par exemple, bon, j'ai ma fameuse jeune fille qui a été enregistrée, la Alice, dans cette chambre, qui est vraiment super présente. Ce qui m'a fait peur, c'est qu'elle avait la tuberculose et une pyélonéphrite, une infection rénale très rare. Ma fille, qui a le même âge, m'a aidée dans cette chambre à faire des travaux, et le lendemain je l'ai amenée à l'hôpital pour une pyélonéphrite que rien ne prévoit, enfin j'avais aucun symptôme, aucun prémisse, rien. Donc là j'ai commencé à me mettre en colère et j'ai dit bon, si c'est ça, moi fougerais, j'ai mis le feu, je m'en vais. Non mais parce que bon, après moi j'avais peur pour mes enfants, vraiment. Qui on voit là? Bah, c'est Alice, c'est cette jeune fille. Ah, mais je l'ai trouvé, là par contre j'ai trouvé plusieurs personnages. J'ai trouvé un Félix Marie décédé en 1898. J'ai trouvé quelqu'un... C'est dingue, c'est incroyable. Oui, bah, elle est décédée en 1923. Et en fait maintenant j'ai presque de l'empathie pour les entités dont je connais le parcours. Et pourquoi ils sont agressifs à votre avis, Patricia? Je pense qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe surtout. Ils sont dans une conscience totalement altérée. Ils sont dans la souffrance. Et ils sont agressifs parce qu'ils souffrent, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe autour d'eux. Ils sont dans une dimension différente, une réalité différente. Ça veut dire qu'ils n'ont pas accepté de partir, de passer... Ils ne savent pas qu'ils sont partis pour la plupart. Ils continuent d'évoluer dans ce château qui était leur lieu pour la plupart. Et ils continuent d'y habiter, ne comprenant pas quelles sont ces intrusions. Voilà, donc ça les ennuie qu'il y ait quelqu'un d'autre chez eux. En fait, à chaque fois, je ne veux pas partir, je veux rester ici. Tous, je veux rester ici, je ne veux pas partir. Alors, on va dire bonjour à Yvonne. Bonjour Yvonne. Alors, vous allez vous faire part de votre point de vue. Vous représentez un peu la science, vous, aujourd'hui. Hein. J'ose espérer. Est-ce que tous, on peut voir des fantômes? Je crois que tout le monde ne peut pas en voir. C'est quand même une expérience assez rare. Alors, qui selon vous, est capable de développer ou d'être habité, je ne sais pas comment dire, moi, être... Alors, je crois que je vais peut-être un petit peu emprunter l'analyse de Freud, de Jung qui a quand même fait sa thèse sur la médiumnité, ou Lacan. Tout le monde un petit peu a tenté de rechercher qu'est-ce qui faisait qu'on était médium à un moment donné, parce que le médium, c'est un peu ce passeur d'âme qui communique avec le monde invisible par le biais d'une force vitale qui s'appelle le périsprit. C'est pas l'esprit, c'est le périsprit qui est une force, vous confirmez, donc qui est une forme de force vitale. Donc Freud pensait que on était dans une forme de transe, comme les chamans, et que c'était légèrement dû à une forme de dissociation du corps. D'ailleurs, vous avez évoqué, Patricia, que vous ne regardez pas avec vos yeux, mais avec autre chose. C'est comme si les contours du corps s'évaporaient et que vous étiez branché sur quelque chose. Bon, ça, c'est effectivement freudien. Ensuite, il y a eu les médiums qui pensaient toujours être un petit peu schizophrènes, victimes d'hallucinations. Et Freud a pensé qu'effectivement, c'était un noyau psychotique. D'ailleurs, Dolto l'a aussi dit.
mais on passe tous sans doute dans notre vie par des noyaux psychotiques. C'est des moments hallucinogènes peut-être, mais là non plus il n'y a pas d'explication qui soit véritablement conforme à vos attentes. Donc je crois que l'important... Vous, Yvonne, quand vous entendez quand vous entendez ces témoignages, vous pensez quoi au fond de vous? Alors, au fond de moi, je trouve ça inquiétant. C'est intéressant, bien sûr, parce que tout le monde est intéressé. C'est un peu inquiétant, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, pour le commun des mortels que nous sommes et que je suis, ça fait plaisir parce que ça donne un sens à la mort. Autre chose ailleurs. Il y a autre chose, donc c'est rassurant. Est-ce que vous pensez, comme beaucoup, qu'il y a plein de parties de notre cerveau que l'on ne connaît pas encore et qui seraient peut-être capables ou qu'on n'utilise pas encore et qu'on serait à même d'entraîner et comment dire, d'aiguiser? Oui, alors je crois qu'effectivement, on peut aiguiser ce qu'on appelle un sixième sens, c'est-à-dire cultiver notre hypersensibilité et surtout notre hyper-empathie. Ça, je crois que c'est possible. En revanche, je crois qu'il y a une dimension aussi onirique parce que dans tout ce que vous dites, il y a des symptômes à décrypter. Pardon, des symboles. Dans tout ce que vous dites, il y a des symboles à décrypter. Parce que vous n'avez pas les images, vous n'entendez pas, vous ne voyez pas vraiment, tout est interprétation. Vous devez tout interpréter. Et là, on pourrait dire que c'est des manifestations de l'inconscient. Je crois qu'on n'a pas suffisamment exploré toutes les capacités de l'inconscient et tout ce qu'il est capable de produire. Alors, on va saluer Virginie. Bonjour Virginie. Alors, comme Patricia, vous êtes médium. Quelle est votre plus ancienne vision? Alors moi, mon plus ancien souvenir, c'est à l'époque où j'étais toute petite, je devais avoir 6-7 ans, je dormais souvent chez mes grands-parents et je voyais les têtes de deux hommes qui m'observaient derrière la porte de ma chambre que ma grand-mère laissait toujours entrebâillée, qui ne s'approchaient jamais heureusement parce que j'étais pas trop rassurée. Mais voilà, c'est mon plus ancien souvenir, ces deux têtes brunes qui m'observaient avec insistance tous les soirs. Est-ce que vous ressentiez d'autres manifestations étranges? Alors j'avais également des petites choses qui me venaient comme des voix je me rappelle d'un souvenir très précis d'un matin de Noël où on avait été se précipiter donc toujours chez mes grands-parents sous le sapin et je voulais un jouet bien particulier et j'ai entendu en courant vers ce sapin de Noël, j'ai entendu dans ma tête qu'on me disait tu peux y aller, ta poupée sera bien là. Et j'ai arraché le papier, j'ai découvert ma poupée, voilà, et je me suis dit, non seulement je suis contente parce que j'ai ma poupée, mais en plus je suis pas folle, ces voix, je peux bien leur faire confiance. Et d'ailleurs, je pense que ça devait faire un moment que je les entendais parce que en me rappelant tout ça, je me dis qu'effectivement, je m'étais fait la réflexion que oui, cette fois, j'étais sûre, je pouvais leur faire confiance et ce qu'elle disait était bien avéré. Alors, il y a une question que je n'ai pas posée à Patricia, je vais en profiter pour lui poser aussi. Est-ce qu'il y avait des cas dans votre famille, autour de vous, de personnes qui entendaient des voix comme ça Mon grand-père paternel était sourcier. Donc à ne pas confondre avec sorcier, hein, c'est pas du tout la même chose. Donc il était radiesthésiste, il a trouvé énormément de sources, il a fait 30 ans de sa vie là-dedans, il a sa petite réputation et voilà, il a ce don-là. Je pense que on peut prendre une partie de l'origine de ça à cet endroit-là parce que du côté maternel, on n'est pas du tout ésotérique. Et vous, Patricia? Que je sache, personne. Peut-être une grand-mère, mais personne n'a su me dire, en tout cas, beaucoup de scepticisme dans ma famille autour de moi. D'accord. Alors justement, il vous est arrivé juste avant le début de l'émission de ressentir certaines entités, comme vous nous l'avez dit, et de prendre un stylo et un papier. Nous vous avons filmé, peut-être allons-nous diffuser cette image où on vous voyait, alors c'est assez sombre hein, parce qu'on ne vous a pas éclairé, donc voilà, il se passait quoi là? Donc c'est de l'écriture automatique comme Patricia peut vous attester, voilà, c'est tout simplement on pose son crayon, on pose une question et le crayon part seul avec plus ou moins de force suivant l'état d'esprit, je pense, des entités qui souhaitent communiquer. Parfois c'est très lent, parfois c'est des écritures que les gens reconnaissent quand je suis en consultation. Parfois c'est des gens qui n'aiment pas du tout écrire, donc on sent bien cette difficulté à enchaîner les mots. C'est jamais la même écriture? Ah
c'est très rarement la même écriture. Patricia, ça se passe comme ça pour vous aussi? Oui, c'est en fonction des énergies qu'on reçoit ou des personnalités avec qui on est en contact, ça change de... Mais là, par exemple, là, c'est indéchiffrable. Comment vous arrivez Alors, à lire si vous ça? voulez, au début, quand j'ai commencé l'écriture automatique, j'avais besoin absolument de déchiffrer effectivement les mots qui s'inscrivaient sur ma feuille. Petit à petit, j'ai eu de moins en moins besoin de les déchiffrer car, en fait, si vous voulez, quand mon bras part comme ça, j'ai en même temps les mots qui viennent dans ma tête. Comme si mon bras était quelque part une antenne de radio, si vous voulez, qui permettait de recevoir un message. Donc, si vous voulez, il y a même des fois où j'ai que le début de la phrase, que la moitié d'un mot ou quelques syllabes, et puis j'ai le reste de la phrase qui vient. Mais alors là, il paraît que vous ressentiez 3 personnes avant le début de l'émission. Oui. On peut en savoir plus? 3 personnes, voilà, j'ai demandé qu'on me laisse tranquille, donc du coup, tout ça a été un peu... A priori, ce sont des défunts qui accompagnent les gens qui sont ici, sur ce plateau. Oui, je pense. Je pense. Et vous avez compris ce qu'on vous disait? Moi, ce que j'ai ressenti, c'est de l'empressement, de l'impatience, un besoin réel de communiquer. Après, moi, je mets des barrières aussi, des fois, parce que je peux pas être médium 24/24 non plus. Hein. Est-ce que, quand on vient vous voir, quand vous recevez des personnes, d'abord, est-ce que vous vous limitez avec un certain nombre par jour? Combien, par exemple? Là, en ce moment, je suis à 3, 4, vraiment, si j'ai une personne qui me dit que ça va pas, qu'elle veut venir. Mais sinon, je fais pas plus de 3 et je ne travaille pas tous les jours. Est-ce que à chaque fois, il se passe quelque chose? Ou est-ce qu'il vous arrive de renvoyer la personne en disant je suis désolée, je ne peux pas... Déjà... Parce que Patricia me disait qu'elle ne peut pas les appeler. Ça lui arrive malgré elle. Alors, comment ça se passe pour vous? Alors pour moi c'est un peu différent. En fait, si vous voulez, j'ai des gens qui ne viennent pas du tout pour de la communication aux défunts, mais simplement pour de la voyance. Dans ces cas-là, il m'arrive comme Patricia d'avoir des gens qui s'imposent, qui me montrent des choses dans mes cartes, qui m'envoient des messages pour me dire, par exemple, je vais avoir la description d'une personne, de choses qui étaient dans la personnalité du défunt, de petits éléments comme ça, où les gens vont pouvoir me dire, ah bah oui, ça doit être telle personne ou c'est telle personne. Là, j'ai pas le choix, si vous voulez. La personne s'impose, elle arrive, elle prend possession de mes cartes, et certaines personnes sont plus pressantes que d'autres. Il y a certaines personnes qui m'empêchent complètement de travailler autrement qu'avec eux, si elles l'ont décidé. Voilà. Après, il y a des gens, c'est différent. Si je dis, bon, là, voilà, votre petit enfant ou votre mari ou peu importe, avait envie d'avoir une réponse à ces questions, c'est promis, juste quand on a fini, vous aurez votre place et vous pourrez vous exprimer. Il y a certaines personnes, il n'y a pas de souci, et moi il y a certaines personnes, j'ai reçu jusqu'à des fortes douleurs pour me contraindre à... Ah ouais. Virginie, est-ce que vous accepteriez de nous montrer comment cela fonctionne? Oui. Comment, bon, c'est d'abord merci, parce que c'est super courageux de votre part. Est-ce que quelqu'un dans le public serait intéressé? Je précise que c'est absolument pas préparé, hein, donc tout ça est... Est-ce que quelqu'un dans le public serait prêt? Oui, madame? Donc vous... Alors, madame n'est pas équipée, donc descendez, venez sur le plateau, on va lui donner un micro. Alors, on reprendra, venez à mes côtés, on vous retrouvera... Venez... ici, à mes côtés, le temps que nous vous équipions, que nous vous mettions, je vais y arriver, un micro, on reprendra le fil de l'histoire de Virginie et de la vôtre. Ce sera juste après ces quelques messages de la rédaction. Tentative de consultation en direct. À tout de suite. Retour sur le plateau de Toute une histoire. Il est mort, mais nous communiquons toujours. C'est le thème de Toute une histoire aujourd'hui. Alors, j'ai demandé à quelqu'un dans le public si quelqu'un était d'accord pour recevoir des messages, peut-être, de la part de Virginie. Mademoiselle, vous vous êtes présentée. Alors, je précise que rien n'est préparé, simplement que nous savions que vous seriez candidate avant le début de cette émission. Sauf que toutes les deux, vous ne vous êtes jamais rencontrées. Voilà.
vous le certifiez toutes les deux. Oui, non. Je précise cela pour que tout le monde sache que rien n'était préparé. Alors, avant de demander à Virginie si elle veut bien se prêter à cet exercice, qui n'est pas évident devant des caméras de télévision, on va continuer avec le témoignage de Patricia. Est-ce que vous avez, vous Patricia, des visions ou est-ce que vous entendez des voix depuis le début de l'émission là? Non. Très honnêtement, ce serait... Non. Est-ce que ça vous est arrivé sur des plateaux de télévision? Ça pourrait. Je pense qu'il n'y a pas de... Mais on est D'ailleurs, on est dans un contexte assez particulier, des caméras, des lumières. Il faut quand même être un peu en paix. Il faut être avec une espèce de promiscuité avec la personne, être dans le calme. Donc je pense que les conditions ne sont pas vraiment réunies pour le faire. D'accord. Est-ce qu'il vous arrive aussi d'entrer en communication avec des personnes qui vous sont proches à vous? Oui, bien sûr. Comme Virginie avec son père? Bien sûr, tout à fait. Avec mes défunts. Elle disait, Virginie, que parfois c'était difficile pour elle de recevoir toujours les messages de son père. Je comprends. Effectivement, difficile. On est quand même touché. Donc c'est vrai que même si ça change notre vie de savoir que les gens, nos défunts, sont en paix ou évoluent, c'est quand même toujours compliqué. C'est vrai que pendant... Alors je dois parler de mon mari qui est décédé il y a 1 an et demi et qui pendant 8 mois est venu constamment me voir. Parce qu'il ne voulait pas mourir, il ne voulait pas partir. Il était malade? Il était malade, il est mort d'un cancer. Ouais. Et en fait, il ne voulait pas mourir, mais déjà avant de mourir, il ne voulait pas. Il le disait. Et ensuite, pendant 8 mois, toutes les nuits, il est venu me voir et il me dit je ne veux pas partir, je veux rester. Il a fallu que ce soit un dialogue. Donc, c'était très éprouvant. Très éprouvant pour vous, parce que déjà sa disparition. Sa disparition. Et donc, ce dialogue pour lui dire de partir, d'être en paix, et qu'on soit en paix dans toute cette histoire, ça a été un travail pendant 8 mois qui a été, je dois dire, c'est vrai, très éprouvant. Est-ce que c'était peut-être pour lui un moyen de vous dire qu'il avait besoin que vous soyez en paix, lui, en paix vous, pour qu'il puisse partir, lui? Oui, aussi, la culpabilité, parce que vous savez que dans la mort, il y a une chose qui est terrible, c'est la culpabilité de ceux qui restent et de ceux qui partent. Comme si on était fautif de mourir et fautif que l'autre soit mort. Toujours. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose comme une injustice qui fait qu'on se sent coupable. Et donc lui se sentait coupable de nous laisser, et moi je me sentais coupable de le sentir malheureux. Donc il y avait quelque chose d'assez qui s'est dénoué en 8 mois. Maintenant, je ne cherche plus de contact avec lui parce que je sais qu'il est là, je le sens, mais je ne cherche pas à dialoguer puisque j'ai envie qu'il prenne un tout petit peu le large, comme on dit, pour évoluer et pour être... Parce que ça a été assez difficile. Mais je le sens. Ma mère aussi. Je les sens. Parce que votre mère aussi est partie il n'y a pas très longtemps. Oui, 3 semaines après mon mari, donc ça a été vraiment une période assez dure. Elle, par contre, elle est partie vite, heureuse, et je la sens dans un bonheur total d'être partie. Soulagée. Elle n'était pas plus malade que ça, d'ailleurs, mais soulagée, contente. Donc, chaque défunt à sa manière d'être. Il y en a qui sont dans la tristesse, d'autres sont dans la joie, généralement quand même. Je dois dire que l'autre côté apporte une sérénité dans la majeure partie des cas. Pas toujours, mais on sent quand même une sérénité. Et par exemple, de votre mari aujourd'hui, est-ce que vous sentez ça? Oui, ça y est, depuis peu, il est serein, il a compris. Sa conscience est ouverte, il a ouvert sa conscience à l'autre côté. Il a compris qu'il n'était plus... qu'il n'avait plus rien à faire ici, que ça se jouait ailleurs. Mais il a fallu des mois. Pour lui, 3 heures, pour moi, 8 mois, parce que mon temps n'était pas le sien. Et donc, ça s'est fait comme ça, progressivement. Alors, quand on lit votre livre, il y a des messages très apaisants. On reviendra ensuite aux parents de Nolwenn. Des messages très apaisants pour ceux qui ont perdu un être cher. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous leur dites? Moi, je dis que la mort n'est qu'une illusion, ce n'est qu'un passage. En fait, ils partent et on les suit. On a l'impression qu'on a une vie à vivre sans eux. Et en fin de compte, dans le temps global, c'est 3 secondes. La vie continue de l'autre côté. Nous y allons aussi parce que nous sommes malheureux, parce que nous avons l'impression que nous sommes immortels. À chaque fois que quelqu'un meurt, il est parti, oh mon Dieu, c'est triste. Comme si nous n'allions jamais partir. Et en fin de compte, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous suivons. Et nous les retrouvons. Il y a un lieu où on se retrouve. Alors c'est dur, l'absence c'est dur. L'absence, il faut la combler tous les jours. Quand quelqu'un vous manque, il faut bien sûr combler cet acte. Alors certains se recroquevillent dans le passé. En fait, que nous disent les défunts? Ils nous disent, je pars, mais
je te laisse cette force pour que toi tu continues à vivre. Il ne faut pas oublier que eux attendent de nous en général que nous continuions à vivre avec eux et pour eux. Et ça, c'est un message important. Ne pas se recroqueviller dans ce passé, dans ces souvenirs, mais continuer. Allez, ça ne sera plus jamais comme avant, mais avec cette force qui s'en va, on fait quelque chose de neuf. On innove, on change le quotidien, on change quelque chose dans notre vie, puisque de toute façon, la mort, c'est un peu ça. Ils partent pour que nous renaissions à nous-mêmes. C'est très important. Renaître à soi-même, ça ne veut pas dire d'un seul coup tout oublier. Ça veut dire simplement, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je ne vais pas pleurer, je vais essayer d'être avec lui, avec elle, mais aussi créer quelque chose avec lui, avec elle, quelque chose de neuf que je n'aurais pas fait avant. Ça, c'est très important. Christelle, ça vous parle, ce que vous venez d'entendre? Ça doit vous apaiser, non? Oui. L'été Nolwenn n'a de cesse de nous apaiser parce qu'elle sait que mon mari va mieux, avance plus vite. Il avance plus vite parce que il a repris son travail. Moi, je ne suis parce que au départ, avant qu'elle ne décède, je m'occupais d'elle 24 heures sur 24. Donc je suis seule, je me retrouve seule, donc j'ai du mal. Mais elle n'a de cesse de nous apaiser. Par exemple, le médium nous avait dit, lors d'une des premières entrevues, nous avait dit, regardez dans sa bibliothèque un classeur, feuilletez-le et vous vous sentirez mieux. Et le soir même, nous avons retrouvé ce classeur, et dans ce classeur, il y avait il faut dire que Nolwenn a reçu, du temps qu'elle était malade, des milliers de dessins du monde entier, parce qu'elle était en attente de greffe et qu'elle n'en pouvait plus, et par la radio RFI, nous avions reçu des milliers de dessins, et dans ce classeur, nous avons retrouvé des dessins qui ne cessait de nous encourager, en fait, qui n'arrêtait pas de nous dire prenez courage, prenez le temps, je suis là, je suis avec vous tout le temps. Et ça, c'est quelque chose c'est formidable, quoi, de retrouver ce genre de message. Voilà, elle n'a de cesse de nous encourager. Alors, on va revenir à cette alarme dont vous avez enlevé les piles. Oui. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Elle a continué à sonner. Parce que la première fois qu'elle a sonné, donc c'était quelques jours après l'avoir appris, il parlait de ce bouton rouge et tout ça, elle s'est mise à sonner, mais à sonner en permanence. D'habitude, quand Nolwenn appuyait sur l'alarme, elle sonnait 3 fois et elle s'arrêtait. Là, ça a duré un quart d'heure, 20 minutes. On n'a pas compris, donc on s'est dit on va éteindre l'alarme pour voir. C'est-à-dire on va enlever les piles. On va enlever les piles. Ouais. L'alarme a continué de sonner. Ça, c'est dingue. Elle a sonné aujourd'hui, par exemple? Alors, juste avant de partir ce matin, ça faisait 2-3 jours qu'elle n'avait pas sonné, et je n'ai eu de cesse cette semaine de lui dire Nolwenn, dis-moi si on fait bien d'y aller ou pas. Parce qu'il faut demander l'autorisation. Vous avez demandé l'autorisation, vous avez dit oui. C'est moi qui avais pris la décision, mais je culpabilisais parce que je ne lui avais pas demandé la possibilité d'y aller ou pas. Donc je lui ai demandé, elle ne m'a pas répondu. Et dans la voiture, elle s'est mise à sonner, mais elle n'arrêtait pas. L'alarme était à l'arrière de la voiture. Mon mari prend le sac pour essayer de l'éteindre, elle s'éteint. La toucher, la mettre dans tous les sens pour qu'elle s'éteigne. Elle s'éteint. Il la remet derrière et rebelote, elle se remettait à sonner. Et ça a duré 3 fois. Par contre, elle ne voulait pas que j'y touche parce qu'elle voulait faire comprendre qu'il fallait... Elle était contente. En fait, pourquoi vous hochez la tête, Patricia? Moi, je trouve ça merveilleux. Je trouve que c'est un signe fabuleux parce que là, aller démontrer qu'une alarme peut sonner sans fil, s'il n'y a pas une intervention... Mon mari a instauré un dialogue avec elle. C'est-à-dire quand j'ai des moments où j'ai besoin de lui poser des questions, je sais que moi je ne peux pas le faire parce que j'arrive pas à rentrer en contact avec elle directement. Donc j'instaure un code avec elle. Quand je lui pose une question, je lui demande de sonner 1 fois si c'est non et 2 fois si c'est oui. Et systématiquement ça marche. Alors pour toute une histoire, elle a sonné 2 fois? Alors là, non, parce que là, on n'a pas posé la question comme ça. Là. On n'a pas posé la question comme ça, parce que c'est quelqu'un qui avait pris la décision, et je lui dis, est-ce que c'est bien d'y aller ou pas, hein. Et donc, le code, c'était 2 fois oui, et donc elle a sonné 2 fois. Quand son petit frère, qui culpabilise beaucoup de ne pas avoir été là lors de son décès,
vient toutes les semaines après son internat, passer le week-end. Elle sonne systématiquement dès qu'il arrive, elle se met à sonner. Comme elle faisait avant. C'est dingue. Incroyable. J'imagine que ça vous apaise considérablement. C'est un bonheur, nous on attend que ça de l'entendre sonner. Et Patricia disait quelque chose d'important, que la mort de quelqu'un doit permettre un renouveau. Est-ce que vous sentez ce renouveau? Pas encore. Non, il faut un peu de temps. Je pense qu'il faut du temps. Il faut du temps, et puis on a été tellement fusionnels avec elle que voilà, il nous faut du temps. Mais ça viendra, je pense. Ça viendra. Vous êtes croyants tous les deux? Oui. Moi, je suis très croyante. Vous l'êtes devenu encore plus? Vous l'étiez déjà? Comment ça se passe avec la foi? Pas vraiment plus, non. Enfin, moi, pas vraiment plus qu'avant, mais... Moi, si, plus quand même, parce que je me dis que je savais qu'il y avait une vie au-delà. Je ne connaissais pas le monde de l'invisible. Je l'ai appris. Je le connais, donc je me dis que c'est lié. On me dit souvent que c'est pas lié. Moi, je suis sûre qu'il y a une liaison entre les deux. Donc, Et vous, Virginie, vous êtes croyante? Dire que je suis croyante, c'est un grand mot. Je peux pas dire ça. Quand j'ai commencé et que je me suis dit que j'allais pouvoir peut-être vivre de cette activité, j'étais exactement comme Patricia. Je me suis dit, on verra jamais d'icônes chez moi. Jamais de choses comme ça, et en fait je me suis rendu compte que ces personnes qui sont catholiques mais qui auraient pu être d'une autre religion, parce que pour moi il n'y a pas vraiment de religion, il y a certainement ce que voilà, beaucoup en décédant appellent Dieu, cette lumière blanche qui paraît pleine d'amour, etc. Je pense qu'on peut l'appeler comme on veut, Bouddha, voilà. Dieu, je ne sais pas, mais je pense qu'elle est la même pour tout le monde. Après, les gens que moi je demande de m'assister, voilà, j'ai quelques petites icônes à mon bureau. Il se trouve qu'ils sont catholiques, mais ils sont d'abord des gens capables de nous aider, capables de venir en aide aux gens qui viennent vers moi et qui demandent cette aide. Vous avez besoin pour travailler de support. Il faut un support. Vous disiez tout à l'heure que le stylo, c'est comme une sorte d'antenne. Il y a aussi des cartes, il y a aussi des bougies. Qu'est-ce qu'il faut comme environnement? Non, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Parfois même, ça m'arrive de les avoir, ces outils, ça me rassure de savoir qu'ils sont là, mais je n'en ai pas forcément besoin. Bon. Alors, vous avez accepté quelque chose de rare. Hein, je vais essayer, parce qu'effectivement, comme disait Patricia, c'est pas évident. Je suis beaucoup préparée psychologiquement, je vais faire de mon mieux. J'imagine que c'est pas évident. Donc, mademoiselle, vous vous appelez Cindy. Cindy, vous avez donc souhaité, profiter de l'expérience et des lumières de Virginie. Pourquoi avez-vous voulu tenter cette expérience? Parce que... Sans rien nous dévoiler de votre vie, hein, oui, parce que je crois pas donner d'éléments. Je crois au paranormal, je crois à la vie après la mort, et donc j'aimerais essayer. Vous cherchez à communiquer avec quelqu'un? Oui. D'accord. Bon, on va pas en dire plus, on va vous laisser aller toutes les deux derrière les portes, si vous voulez bien vous diriger. Merci en tout cas, Virginie, d'accepter de vous livrer à cette expérience. Bien, on va faire connaissance. Oui. D'accord. Donc, moi j'ai l'impression de ressentir un homme. Est-ce que je me trompe? Non, c'est tout à fait ça. Bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé lors du décès, mais ça a l'air d'être très très douloureux. Il n'a pas dû décéder dans des conditions très agréables. Alors je sais que c'est pas très précis, mais je ressens beaucoup de douleur autour de ce décès, beaucoup de regrets. Il dit qu'il voulait pas. Mais vous vous étiez pris la tête avant le décès ou... Un petit peu. Ouais. Et ça, j'ai l'impression qu'il s'en veut, mais il s'en veut vachement, quoi. Il s'en veut vachement. On va refermer, hein, parce que ça ne me regarde pas après tout. C'est très intime cette discussion, et merci en tout cas à toutes mes invitées d'avoir participé à cette émission. C'est très intéressant. Je vous invite à découvrir le témoignage de Patricia Daré dans son livre publié chez Michel Lafon, Un souffle vers l'éternité. Merci à tous d'avoir
était présent sur ce plateau. La discussion se poursuit sur france2.fr. Merci à Virginie d'avoir accepté de faire une consultation en direct, les pires conditions, vous l'imaginez. Vous retrouverez cet après-midi Véronique, Virginie et Christelle pour un chat en direct. N'oubliez pas, vous le savez, la vie a un début et une fin, tout le reste, c'est ce que vous en faites. Bon après-midi. Merci et à demain. Alors, retournez vous asseoir, Cindy, vous avez un train à prendre, donc il va falloir que nous vous libérions assez vite. Virginie, je vous ai vu écrire, vous avez eu apparemment du mal à entrer en contact avec ce monsieur, et puis jusqu'au moment où vous êtes mise à écrire, avec une écriture totalement différente de tout à l'heure. Ah oui. Je le constate, hein, j'ai le droit, pardon, je peux me permettre de lire. Oui, bien sûr. J'arrive pas à lire d'ailleurs. Qu'est-ce que vous lisez, vous? Mais en tout cas, c'est très différent. Tout à l'heure, c'était une écriture très ronde et très grande. Oui, ben, vous voyez, vous avez un exemple au-dessus. Voilà. Alors, déjà, Cindy, qu'est-ce que vous retirez de cette expérience? J'ai senti que Virginie était sincère et que c'est vraiment tout lui. C'est vraiment tout lui. Voilà, Patricia disait, on doit ressentir ce que le médium dit, c'est-à-dire où vous adhérez à l'énergie qu'elle vous a transmise, donc vous avez reconnu la personne dont vous lui parliez. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Est-ce qu'elle a répondu à certaines de vos questions? Il se bloque encore parce que c'est un décès très récent. Ouais. Mais j'espère bien continuer et c'est un décès qui remonte à combien de temps? 6 décembre. Oh là là, c'est extrêmement récent. Oui. Alors, vous nous disiez, Virginie, donc, par exemple, là, sans dévoiler, parce que ça ne nous regarde pas, évidemment, on ne va pas entrer dans le détail, mais par exemple, dans une phrase comme ça, qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous en retirez, alors, par exemple? Là, on a quelqu'un qui n'aimait pas écrire, qui le fait parce que... C'est vrai, Cindy? Oui, oui. Il n'aimait pas écrire? Non. On a affaire à quelqu'un qui le fait parce que, il y a un contact qui s'est fait, assez rapidement. Cependant, ce n'était pas un contact qui permettait, par exemple, beaucoup de clairaudience. Pas beaucoup. Elle s'en va, hein, Cindy, on la remercie, elle a un train à prendre, donc merci d'avoir participé à cette expérience. Donc, au départ, si vous voulez, on a des phrases qui sont quasiment complètes parce que justement, j'avais eu peu de messages vocaux, si on peut dire. Après, oui, c'est plus fluide et j'ai des phrases qui sont beaucoup moins longues. D'ailleurs, vous voyez bien, j'ai écrit quand même peu de choses et la consultation a duré plus que ça, donc j'ai dit beaucoup plus de choses que ça. Mais voilà, on sent bien que c'est quelqu'un qui n'aimait pas écrire. Bon, merci en tout cas. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, malgré cet environnement difficile? Oui, vous avez réussi à être vraiment en contact avec... J'ai essayé. Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de beaucoup mieux dans un environnement différent, forcément. J'ai fait de mon mieux. Apparemment, la personne a l'air satisfaite. C'est le principal. Bien sûr. Après, qu'est-ce que j'ai ressenti? Oui, je ressens bien la personne. Je ressens bien la tristesse, les regrets, tout ce qui fait leur vie, et puis des petits mots de je ne sais pas si on peut dire ce qu'on peut dire exactement sur cette personne, mais on sent bien des petits mots qui démontrent bien la personnalité, on sent bien toutes ces choses-là. L'alarme. C'est elle. Comment? C'est elle. J'ai pas touché. Il n'y a pas de pile dedans. Ah si, il y a des piles dedans. Ah bon, vous avez remis des piles? Ah non, mais elles datent de je sais pas combien de temps, mais là on n'a pas touché quoi. On n'a pas touché. Pour la faire sonner, il faut appuyer quoi. Bon. Désolée, on vous a interrompu. Non, alors salut Nolwenn, hein. On t'embrasse. Hein? Qu'est-ce que vous lui dites dans ces cas-là? J'ai fait plein de bisous. Ah oui, voilà, c'est ce qu'on a C'est mis ce à qu'elle faire. attend, je pense. Vous l'entendez, Nolwenn? Non, je ne l'entends pas, mais oui, tout à l'heure, je la ressentais bien. Comme je disais, rien d'extraordinaire, peut-être pas grand-chose qui vous aidera, mais je ressentais beaucoup le chiffre 4. Vous disiez, elle est décédée à 24. C'est notre chiffre notre chiffre fétiche, parce qu'on est 4. Ah, d'accord. Voilà, on est tous les 4. Je voyais beaucoup le chiffre 4. Et on fait rien, on fait tout par 4. Même si elle est partie, on fait tout par 4.
D'accord, bien. Ensuite, ce que je sentais, c'est un énorme besoin chez vous, madame, d'affection, de câlin, voilà, un besoin presque boulimique de câlin, de serre-moi, elle est avide d'amour. Pendant 24 ans, j'ai connu, pendant 24 ans de sa vie, j'ai connu les moindres recoins de sa peau, de son odeur. Ah oui, vous étiez très fusionnelle. D'accord. Voilà, donc du coup, ce qui me manque là, c'est ce besoin de toucher, de tactile. Apparemment, elle aussi. Ouais. Et puis, la dernière chose qui me venait, c'était que j'ai l'impression, mais je ne sais pas si ça va vous étonner ou pas, j'ai l'impression que votre fille, dans l'au-delà, elle recrée quelque part une vie d'enfant. Moi, je la vois gambader. Bon, voilà. C'est ça, gambader peut-être, libre. Voilà, elle n'a jamais et puis avide de jeux d'enfant, de liberté d'esprit et de jeux dans lesquels on pourrait s'oublier complètement, de légèreté. Elle n'a jamais pu faire ça. Donc, elle s'amuse avec mon oreille, quoi. Avec votre oreille, c'est-à-dire? C'est quand moi elle était petite, je mettais le doigt dans l'oreille, je lui disais tiens il y a un trou là. Et puis elle maintenant s'amuse à me trifouiller l'oreille en permanence. Ah bon. Elle lui chatouille l'oreille. Ça me chatouille. Voilà, ça me chatouille. Je sais que c'est elle qui s'amuse, quoi. Comme une enfant. Voilà. Elle tape des pieds comme elle faisait quand elle était petite. Comme elle n'a pas eu d'enfant, c'est vrai que ça ne m'étonne pas du tout qu'elle ait recréé... Et alors, le fait qu'il la sente à ce point, ça veut dire quoi, selon vous, mesdames? Qu'elle a du mal à s'élever, qu'elle a du mal à partir, ou quoi? Je ne sais pas si on peut faire des raccourcis aussi rapides que ça. Je pense que d'après le médium que nous voyons, non, elle s'élève tranquillement, c'est moi qui la freine. C'est ça, parce que je suis mal régulièrement. Je la tire vers le bas et là, du coup, elle a du mal à s'élever. C'est la culpabilité, ce que vous disiez, la culpabilité de s'élever alors qu'il y a la... Mais moi, j'ai la sensation qu'elle a besoin de vous aussi. Peut-être aussi dans cette élévation, je pense que votre amour, il est génial pour elle. C'est quelque chose qui doit lui apporter beaucoup. Peut-être aussi qu'il la freine, mais en même temps qu'il doit lui apporter. Et puis, elle sait qu'elle a tout le temps pour s'élever. Elle va pouvoir le faire. Donc, je pense qu'il ne faut pas vous culpabiliser du tout, en tout cas. Merci d'avoir participé à cette émission. Et bon après-midi. Un an et demi, et qui pendant 8 mois est venu constamment me voir parce qu'il ne voulait pas mourir, il ne voulait pas partir. Il était malade. Il était malade, il est mort d'un cancer. Et en fait, il ne voulait pas mourir, mais déjà avant de mourir, il ne voulait pas. Il le disait. Et ensuite, pendant 8 mois, toutes les nuits, il est venu me voir et il me dit je ne veux pas partir, je veux rester. Il a fallu que ce soit un dialogue. Donc, c'était très éprouvant. Très éprouvant pour vous, parce que déjà sa disparition. Sa disparition. Et donc, ce dialogue pour lui dire de partir, d'être en paix, et qu'on soit en paix dans toute cette histoire, ça a été un travail pendant 8 mois. Qui a été, je dois dire, c'est vrai, très éprouvant. Est-ce que c'était peut-être pour lui un moyen de vous dire qu'il avait besoin que vous soyez en paix, en paix vous, pour qu'il puisse partir, lui? Oui, aussi, la culpabilité, parce que vous savez que dans la mort, il y a une chose qui est terrible, c'est la culpabilité de ceux qui restent et de ceux qui partent. Comme si on était fautif de mourir et fautif que l'autre soit mort. Toujours. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose comme une injustice qui fait qu'on se sent coupable. Et donc lui se sentait coupable de nous laisser. Et moi, je me sentais coupable de le sentir malheureux. Donc, il y avait quelque chose d'assez qui s'est dénoué en 8 mois. Maintenant, je ne cherche plus de contact avec lui parce que je sais qu'il est là, je le sens, mais je ne cherche pas à dialoguer puisque j'ai envie qu'il prenne un tout petit peu le large, comme on dit, pour évoluer et pour être... parce que ça a été assez difficile. Mais je le sens. Ma mère aussi. Je les sens. Parce que votre mère aussi est partie il n'y a pas très longtemps. Oui, 3 semaines après mon mari, donc ça a été vraiment une période assez dure. Elle, par contre, elle est partie vite, heureuse, et je la sens dans un bonheur total d'être partie, soulagée. Elle n'était pas plus malade que ça, d'ailleurs, mais soulagée, contente. Donc, chaque défunt a sa manière d'être. Il y en a qui sont dans la tristesse, d'autres sont dans la joie, généralement quand même. Je dois dire que l'autre côté apporte une sérénité dans la majeure partie des cas. Pas toujours, mais on sent quand même une sérénité. Et par exemple, de votre mari aujourd'hui, est-ce que vous sentez ça? Oui, ça y est, depuis peu, il est serein, il a compris. Sa conscience est ouverte, il a ouvert sa conscience à l'autre côté. Il a compris qu'il n'avait plus rien à faire ici, que ça se jouait ailleurs. Mais il a fallu des mois. Pour lui, 3 heures, pour moi, 8 mois, parce que mon temps n'était pas le sien.
Et donc ça s'est fait comme ça, progressivement. Alors, quand on lit votre livre, il y a des messages très apaisants. On reviendra ensuite aux parents de Nolwenn. Des messages très apaisants pour ceux qui ont perdu un être cher. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous leur dites? Moi, je dis que la mort n'est qu'une illusion, ce n'est qu'un passage. En fait, ils partent et on les suit. On a l'impression qu'on a une vie à vivre sans eux. Et en fin de compte, dans le temps global, c'est trop. Ouais. Non, franchement, je craignais pour ma santé et celle de mes enfants. Enfin, mon mari était plus fort, mais ma santé et celle de mes enfants. Ma santé morale, notamment. Depuis 2009, ces manifestations vont en s'amplifiant. Nous sommes venus dans votre château pour tenter de comprendre ce que vous ressentiez. Petite visite de nuit au château de Fougeray. Ça se passe à Caux, dans la Vienne. Derrière cette grille se trouve le domaine de Fougeray. Au bout de cette longue allée, au milieu des arbres, on découvre le château de Fougeray. Mais derrière ces grands murs de pierre se produisent des phénomènes étranges. C'est comme si on vous dormiez chez des étrangers. Vous avez tout le temps l'impression d'être épié. Vous n'avez pas du tout l'impression d'être chez vous. Des esprits hanteraient son château. J'ai vu très clairement une silhouette plutôt masculine passer de cette pièce à cette pièce. Bon, extrêmement rapidement. Je me suis collé le dos au mur et là j'étais complètement paralysée. Donc ça a démarré assez fort, je dirais quand même. Sur des photos qu'elle a prises, Véronique a découvert des formes humaines derrière plusieurs fenêtres. J'ai même des photos d'une petite fille dans une des pièces de la tour à côté. J'ai tout gardé. Quand la nuit tombe, le château semble alors se transformer en un passage vers l'au-delà. Véronique voudrait communiquer avec les esprits de son château. Ce soir, elle accueille une médium qui va tenter de l'aider. Là, cette pièce... Il y a une jeune fille qui est décédée dans cette chambre. Cette pièce est vraiment relativement chargée. Donc je vais d'abord installer le micro. Caméras infrarouges et micros sont installés pour capter des sons et des images quasi imperceptibles. Mais il faudra plusieurs jours pour espérer un résultat. Il est tard dans la nuit, la médium commence son travail. Je vais directement essayer de rentrer en contact avec elle. Qui que tu sois, j'aimerais que tu me contactes. Partez. Notre équipe de tournage n'est pas la bienvenue. Nous devons changer de pièce. Puisque tu ne veux pas trop rentrer dans la communication, accepterais-tu, dans ces cas-là, d'écrire au moins quelque chose, ou même d'écrire un message peut-être? 15 minutes plus tard, la médium parvient à entrer en communication avec l'esprit par de l'écriture automatique. Peux-tu arrêter, s'il te plaît, juste un petit instant? S'il te plaît. Nous sommes amis. Nous avons bien discuté ensemble. Merci. Le château de Fougeray, ça se passe à Caux, dans la Vienne. Derrière cette grille se trouve le domaine de Fougeray. Au bout de cette longue allée, au milieu des arbres, on découvre le château de Fougeray. Mais derrière ces grands murs de pierre se produisent des phénomènes étranges. C'est comme si on vous dormiez chez des étrangers. Vous avez tout le temps l'impression d'être épié. Vous n'avez pas du tout l'impression d'être chez vous. Des esprits hanteraient son château. J'ai vu très clairement une silhouette plutôt masculine passer de cette pièce à cette pièce. Bon, extrêmement rapidement. Je me suis collé le dos au mur et là j'étais complètement paralysée. Donc ça a démarré assez fort, je dirais quand même. Sur des photos qu'elle a prises, Véronique a découvert des formes humaines derrière plusieurs fenêtres. J'ai même des photos d'une petite fille dans une des pièces de la tour à côté. J'ai tout gardé. Quand la nuit tombe, le château semble alors se transformer en un passage vers l'au-delà. Véronique voudrait communiquer avec les esprits de son château. Ce soir, elle accueille une médium qui va tenter de l'aider. Là, cette pièce... Il y a une jeune fille qui est décédée dans cette chambre. Cette pièce est vraiment relativement chargée. Donc je vais d'abord installer le micro.
Caméras infrarouges et micros sont installés pour capter des sons et des images quasi imperceptibles. Mais il faudra plusieurs jours pour espérer un résultat. Il est tard dans la nuit, la médium commence son travail. Je vais directement essayer de rentrer en contact avec elle. Qui que tu sois, j'aimerais que tu me contactes. Partez. Notre équipe de tournage n'est pas la bienvenue. Nous devons changer de pièce. Puisque tu ne veux pas trop rentrer dans la communication, accepterais-tu, dans ces cas-là, d'écrire au moins quelque chose, ou même d'écrire un message peut-être? 15 minutes plus tard, la médium parvient à entrer en communication avec l'esprit par de l'écriture automatique. Peux-tu arrêter, s'il te plaît, juste un petit instant? S'il te plaît. Nous sommes amis. Nous avons bien discuté ensemble. Merci. Je suis très... Et elle a commencé à faire ça. Ah ok, ouais. Ouais, elle était très en colère parce qu'on était trop nombreux en fait. En fait, elle avait dit non. Bah oui, elle avait... ça donne là. Exactement. Cette première expérience est loin d'être probante. Il faut changer de pièce et elle est capable de développer ou d'être habité, je ne sais pas comment dire moi, être... Alors, je crois que je vais peut-être un petit peu emprunter l'analyse de Freud, de Jung qui a quand même fait sa thèse sur la médiumnité, ou Lacan. Tout le monde un petit peu a tenté de rechercher qu'est-ce qui faisait qu'on était médium à un moment donné, parce que le médium, c'est un peu ce passeur d'âme qui communique avec le monde invisible par le biais d'une force vitale qui s'appelle le périsprit. C'est pas l'esprit, c'est le périsprit qui est une force, vous confirmez, donc qui est une forme de force vitale. Donc Freud pensait que on était dans une forme de transe, comme les chamans, et que c'était légèrement dû à une forme de dissociation du corps. D'ailleurs, vous avez évoqué, Patricia, que vous ne regardez pas avec vos yeux, mais avec autre chose. C'est comme si les contours du corps s'évaporaient et que vous étiez branché sur quelque chose. Bon, ça, c'est effectivement freudien. Ensuite, il y a eu les médiums qui pensaient toujours être un petit peu schizophrènes, victimes d'hallucinations. Et Freud a pensé qu'effectivement, c'était un noyau psychotique. D'ailleurs, Dolto l'a aussi dit. Mais on passe tous, sans doute, dans notre vie par des noyaux psychotiques. C'est des moments hallucinogènes, peut-être. Mais là non plus, il n'y a pas d'explication qui soit véritablement conforme à vos attentes. Donc, je crois que l'important... Vous, Yvonne, quand vous entendez quand vous entendez ces témoignages, vous pensez quoi au fond de vous? Alors, au fond de moi, je trouve ça inquiétant. C'est intéressant, bien sûr, parce que tout le monde est intéressé. C'est un peu inquiétant, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, pour le commun des mortels que nous sommes et que je suis, ça fait plaisir parce que ça donne un sens à la mort. Autre chose ailleurs. Il y a autre chose, donc c'est rassurant. Est-ce que vous pensez, comme beaucoup, qu'il y a plein de parties de notre cerveau que l'on ne connaît pas encore et qui seraient peut-être capables ou qu'on n'utilise pas encore et qu'on serait à même d'entraîner et comment dire, d'aiguiser? Oui, alors je crois qu'effectivement, on peut aiguiser ce qu'on appelle un sixième sens, c'est-à-dire cultiver notre hypersensibilité et surtout notre hyper-empathie. Ça, je crois que c'est possible. En revanche, je crois qu'il y a une dimension aussi onirique, parce que dans tout ce que vous dites, il y a des symptômes à décrypter. Pardon, des symboles. Dans tout ce que vous dites, il y a des symboles à décrypter. Parce que vous n'avez pas les images, vous n'entendez pas, vous ne voyez pas vraiment, tout est interprétation. Vous devez tout interpréter. Et là, on pourrait dire que c'est des manifestations de l'inconscient. Je crois qu'on n'a pas suffisamment exploré toutes les capacités de l'inconscient et tout ce qu'il est capable de produire. Alors, on va saluer Virginie. Bonjour Virginie. Alors, comme Patricia, vous êtes médium. Quelle est votre plus ancienne vision? Alors moi, mon plus ancien souvenir, c'est... Pas ouvert, hein, ça c'est clair. Mais s'ils arrivent à s'ouvrir, déjà, ça y est. C'est un pas de franchi. Il faut que je m'habitue à communiquer, parce qu'en fait, c'est un endroit où il faut communiquer. Sinon, on est recroquevillé dans la peur et ça marche pas. Il faudra donc beaucoup de patience à Véronique avant de pouvoir dialoguer. Alors, plusieurs fois, ça veut dire que vous avez fait déjà venir plusieurs médiums pour communiquer avec les esprits de votre... Mais alors, vous
Vous allez rester là ou quoi? C'est pas trop pénible à supporter? Vous arrivez à y dormir? Comment ça se passe? Bah seule, non, je peux pas y aller seule pour l'instant. Et en fait, le problème, c'est que je fais pas venir des médiums par curiosité ou pour le folklore. Je fais venir des gens qui ont le don pour qu'ils m'aident à comprendre. Parce que moi, je pense qu'à force d'avoir des prises de contact, je suis en train de rassembler les pièces du puzzle. Parce que j'aimerais savoir qui est là. Pourquoi ces gens ils sont restés là? Et vous avez déjà réuni quelques pièces? J'ai quelques identités, c'est vraiment incroyable, j'ai quelques identités parce que moi... Et les témoignages des médiums se recoupent? Ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est que c'est des médiums qui ne se connaissent pas forcément. Moi, quand je les appelle, je dis pas oui, mais j'ai eu un tel, je fais exprès de rien dire. Je ne dis rien du tout sur ce qu'on a trouvé, sur ce qu'on a noté. Et franchement, quand les gens arrivent dans les mêmes pièces, ils me disent... Enfin, ils me décrivent la même personne. Donc, je veux dire, tout corrobore. Après, moi, j'ai eu des identités que j'ai pu vérifier avec les archives. Parce que, alors, par exemple, vous savez quoi? Bah, moi, par exemple, j'ai ma fameuse jeune fille qui a été enregistrée, la Alice, dans cette chambre, qui est vraiment super présente. Ce qui m'a fait peur, c'est qu'elle avait la tuberculose et une pyélonéphrite, une infection rénale très rare. Ma fille, qui a le même âge, m'a aidée dans cette chambre à faire des travaux, et le lendemain je l'ai amenée à l'hôpital pour une pyélonéphrite que rien ne prévoit, enfin j'avais aucun symptôme, aucun prémisse, rien. Donc là j'ai commencé à me mettre en colère et j'ai dit bon, si c'est ça, moi fougerais, j'ai mis le feu, je m'en vais. Non mais parce que bon, après moi j'avais peur pour mes enfants, vraiment. Qui on voit là? Bah, c'est Alice, c'est cette jeune fille. Ah, mais je l'ai trouvé, là par contre j'ai trouvé plusieurs personnages. J'ai trouvé un Félix Marie décédé en 1898. J'ai trouvé quelqu'un... C'est dingue, c'est incroyable. Oui, bah, elle est décédée en 1923. Et en fait maintenant j'ai presque de l'empathie pour les entités dont je connais le parcours. Et pourquoi ils sont agressifs à votre avis, Patricia? Je pense qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe surtout. Ils sont dans une conscience totalement altérée. Ils sont dans la souffrance. Et ils sont agressifs parce qu'ils souffrent, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe autour d'eux. Ils sont dans une dimension différente, une réalité différente. Ça veut dire qu'ils n'ont pas accepté de partir, de passer... Ils ne savent pas qu'ils sont partis pour la plupart. Ils continuent d'évoluer dans ce château qui était leur lieu pour la plupart. Et ils continuent d'y habiter, ne comprenant pas quelles sont ces intrusions. Voilà, donc ça les ennuie qu'il y ait quelqu'un d'autre chez eux. En fait, à chaque fois, je fais d'abord un peu peur, parce que je ne contrôle pas et je ne sais pas quoi faire. Et puis je déchiffre, parce qu'il faut déchiffrer. Je dis bien, je ne lis pas, je déchiffre cette écriture. Et là, je lis le message qui me dit, maintenant, voilà, tu es en relation avec une autre dimension. Alors, comment vous réagissez? Je réagis, je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, je suis complètement folle. Qu'est-ce que c'est? Donc, je ne dis rien. Le lendemain matin, je me lève, je ne dis rien à mon mari, je n'en parle pas à personne. Et je téléphone à un psychiatre, parce qu'il faut absolument consulter, il y a un problème. Je ne peux pas imaginer, je suis devenue médium. C'est pas possible. Donc je vais voir un psychiatre et je lui explique. Voilà, cette nuit, je crois être devenue schizophrène. Ce qui le fait rire. Et donc il me dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et je lui explique qu'une voix est venue dans mon oreille. Là, je vois qu'il s'enfonce légèrement dans son fauteuil quand même. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Eh bien, elle m'a dit de prendre un papier, un crayon, et elle m'a dit d'écrire, et j'ai écrit, et voilà. Je dis, bon, c'est bien. Est-ce que j'ai l'air malade? Il me dit, vous n'avez pas a priori l'air malade, mais ça ne veut rien dire. Est-ce que si je vous donne un papier, un crayon, vous pouvez refaire? Ah, je dis non, puisque ils m'ont dit que je ne pouvais pas le faire quand je voulais. Mais qui ils? Ah je ne sais pas. Ceux qui ont demandé ça. Et pourquoi vous dites ceux? Ils sont plusieurs. Et là, je me rends compte que la voix que j'ai ressentie, en fin de compte, j'avais l'impression qu'elle regroupait un certain nombre de personnes. Et nous attendons. Il me dit, prenez ce papier, prenez ce crayon, attendons. Et au bout de... J'étais persuadée que rien ne viendrait. Et au bout de peut-être 5 minutes, 6 minutes, je me sens plongée, je prends un papier, donc le crayon, et ma main part de nouveau sur la feuille. Une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles. Et là, il regarde. Et ensuite, j'ai dit, voyez, c'est comme ça. Nous déchiffrons ensemble, et cette fois, ça parlait de lui. Lui, tout ce qu'il y avait à savoir sur lui, sa vie privée. Le fait précis. Le fait précis de sa vie. Et là, il est resté absolument... Que vous ignoriez, vous. Ah oui, je ne connaissais pas. Et il m'a dit, mais alors, comment faites-vous ça? Justement, je comptais sur vous pour me le dire, parce que ça ne résout pas mon problème. Et c'est parti comme ça. Il m'a dit, je ne peux rien faire. Ce n'est pas de ma compétence, ce n'est pas mon avis psychiatrique. Vous êtes ce qu'on appelle une médium. Alors, au début, c'est un gros problème. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien sûr. C'est un handicap, on en parle, on n'en parle pas. Alors, on n'en parle pas, évidemment. Et puis, petit à petit, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de développer pour en faire une chose à part entière, mais
l'intégrer dans la vie rationnelle petit à petit. Alors, vous êtes des qui, précisément? Les vivants, Alors, des gens, les oui. morts, qui? Tout le monde, parce que quand on aide les vivants, on aide les morts, et quand on aide les morts, on aide les vivants bizarrement. Alors, c'est-à-dire, les vivants, vous les aidez à quoi, par exemple? Écoutez, quand on dit à quelqu'un, alors au début c'était très embêtant parce que je me rendais à des dîners, vous êtes un dîner entre amis, et tout à coup, vous êtes en contact avec quelqu'un qui vous dit, dis à cette personne que je vais bien et qu'en fin de compte, il s'est passé ça et ça. Mais est-ce que ça vous arrive malgré vous ou Oui, fluide, et j'ai des phrases qui sont beaucoup moins longues. D'ailleurs, vous voyez bien, j'ai écrit quand même peu de choses et la consultation a duré plus que ça, donc j'ai dit beaucoup plus de choses que ça. Mais voilà, on sent bien que c'est quelqu'un qui n'aimait pas écrire. Bon, merci en tout cas. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, malgré cet environnement difficile? Oui, vous avez réussi à être vraiment en contact avec... J'ai essayé. Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de beaucoup mieux dans un environnement différent, forcément. J'ai fait de mon mieux. Apparemment, la personne a l'air satisfaite. C'est le principal. Bien sûr. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai ressenti? Oui, je ressens bien la personne. Je ressens bien la tristesse, les regrets, tout ce qui fait leur vie, et puis des petits mots de je ne sais pas si on peut dire ce qu'on peut dire exactement sur cette personne, mais on sent bien des petits mots qui démontrent bien la personnalité, on sent bien toutes ces choses-là. L'alarme. C'est elle. Comment? C'est elle. J'ai pas touché. Il n'y a pas de pile dedans. Ah si, il y a des piles dedans. Ah bon, vous avez remis des piles? Ah non, mais elles datent de je sais pas combien de temps, mais là on n'a pas touché quoi. On n'a pas touché. Pour la faire sonner, il faut appuyer quoi. Bon. Désolée, on vous a interrompu. Non, alors salut Nolwenn, hein. On t'embrasse. Hein? Qu'est-ce que vous lui dites dans ces cas-là? Ah, j'ai fait plein de bisous. Ah oui, voilà, c'est ce qu'on a mis à faire. C'est ce qu'elle attend, je pense. Hein. Vous l'entendez, Nolwenn? Non, je ne l'entends pas, mais oui, tout à l'heure, je la ressentais bien. Comme je disais, rien d'extraordinaire, peut-être pas grand-chose qui vous aidera, mais je ressentais beaucoup le chiffre 4. Vous disiez, elle est décédée à 24. C'est notre chiffre notre chiffre fétiche, parce qu'on est 4. Ah, d'accord. Voilà, on est tous les 4. Je voyais beaucoup le chiffre 4. Et on fait rien, on fait tout par 4. Même si elle est partie, on fait tout par 4. D'accord, bien. Ensuite, ce que je sentais, c'est un énorme besoin chez vous, madame, d'affection, de câlin, voilà, un besoin presque boulimique de câlin, de serre-moi, elle est avide d'amour. Pendant 24 ans, j'ai connu, pendant 24 ans de sa vie, j'ai connu les moindres recoins de sa peau, de son odeur. Ah oui, vous étiez très fusionnelle. D'accord. Voilà, donc du coup, ce qui me manque là, c'est ce besoin de toucher, de tactile. Apparemment, elle aussi. Ouais. Et puis, la dernière chose qui me venait, c'était que j'ai l'impression, mais je ne sais pas si ça va vous étonner ou pas, j'ai l'impression que votre fille, dans l'au-delà, elle recrée quelque part une vie d'enfant. Moi, je la vois. Il faut dire que Nolwenn a reçu, du temps qu'elle était malade, des milliers de dessins du monde entier, parce qu'elle était en attente de greffe et qu'elle n'en pouvait plus. Et par la radio RFI, nous avions reçu des milliers de dessins, et dans ce classeur, nous avons retrouvé des dessins qui ne cessaient de nous encourager, en fait, qui n'arrêtaient pas de nous dire « Prenez courage, prenez le temps, je suis là, je suis avec vous tout le temps ». Et ça, c'est quelque chose c'est formidable, quoi, de retrouver ce genre de message. Voilà, elle n'a de cesse de nous encourager. Alors, on va revenir à cette alarme dont vous avez enlevé les piles. Oui. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Elle a continué à sonner. Parce que la première fois qu'elle a sonné, donc c'était quelques jours après l'avoir appris, il parlait de ce bouton rouge et tout ça, elle s'est mise à sonner, mais à sonner en permanence. D'habitude, quand Nolwenn appuyait sur l'alarme, elle sonnait 3 fois et elle s'arrêtait. Là, ça a duré un quart d'heure, 20 minutes. On n'a pas compris, donc on s'est dit on va éteindre l'alarme pour voir. C'est-à-dire on va enlever les piles. On va enlever les piles. Ouais. L'alarme a continué de sonner. Ça, c'est dingue. Elle a sonné aujourd'hui par exemple? Alors, juste avant de partir ce matin,
Ça faisait 2-3 jours qu'elle n'avait pas sonné et je n'ai eu de cesse cette semaine de lui dire Nolwenn, dis-moi si on fait bien d'y aller ou pas. Parce qu'il faut demander l'autorisation. Vous avez demandé l'autorisation, vous avez dit oui. C'est moi qui avais pris la décision, mais je culpabilisais parce que je ne lui avais pas demandé la possibilité d'y aller ou pas. Donc je lui ai demandé, elle ne m'a pas répondu. Et dans la voiture, elle s'est mise à sonner, mais elle n'arrêtait pas. L'alarme L'alarme était à l'arrière de la voiture. Mon mari prend le sac pour essayer de l'éteindre, elle s'éteint. La toucher, de la mettre dans tous les sens pour qu'elle s'éteigne. Elle s'éteint. Il la remet derrière et rebelote, elle se remettait à sonner. Et ça a duré 3 fois. Par contre, elle ne voulait pas que j'y touche parce qu'elle voulait faire comprendre elle était contente. En fait, pourquoi vous hochez la tête, Patricia? Moi, je trouve ça merveilleux. Je trouve que c'est un signe fabuleux parce que là, aller démontrer qu'une alarme peut sonner sans fil, s'il n'y a pas une intervention. Mon mari a instauré un dialogue avec elle. C'est-à-dire quand j'ai des moments où j'ai besoin de lui poser des questions, je sais que moi je ne peux pas le faire parce que j'arrive pas à rentrer en contact avec elle directement. Donc j'instaure un code avec elle. Quand je lui pose une question, je lui demande de sonner une fois si c'est non et 2 fois si c'est oui. Et systématiquement ça marche. Alors pour toute une histoire, elle a sonné 2 fois? Alors là, non, parce que là, on n'a pas posé la question comme ça. Là. On n'a pas posé la question comme ça, parce que c'est quelqu'un qui avait pris la décision, et je lui ai dit, est-ce que c'est bien d'y aller ou pas Et donc, le code, c'était 2 fois oui, et donc voilà. Donc, je vais voir un psychiatre, et je lui explique. Voilà, cette nuit, je crois être devenue schizophrène. Ce qui le fait rire. Et donc, il me dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et je lui explique qu'une voix est venue dans mon oreille. Là, je vois qu'il s'enfonce légèrement dans son fauteuil quand même. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Eh bien, elle m'a dit de prendre un papier, un crayon, et elle m'a dit d'écrire, et j'ai écrit, et voilà. Je dis, bon, c'est bien, est-ce que j'ai l'air malade? Il me dit, vous n'avez pas a priori l'air malade, mais ça ne veut rien dire. Est-ce que si je vous donne un papier, un crayon, vous pouvez refaire? Ah, je dis non, puisque ils m'ont dit que je ne pouvais pas le faire quand je voulais. Mais qui ils? Ah ben je ne sais pas, ceux qui ont demandé ça. Et pourquoi vous dites ceux? Ils sont plusieurs. Et là, je me rends compte que la voix que j'ai ressentie, en fin de compte, j'avais l'impression qu'elle regroupait un certain nombre de personnes. Et nous attendons, il me dit prenez ce papier, prenez ce crayon, attendons. Et au bout de... J'étais persuadée que rien ne viendrait. Et au bout de peut-être 5 minutes, 6 minutes, je me sens plongée, je prends un papier, donc le crayon, et ma main part de nouveau sur la feuille. 1 feuille, 2 feuilles, 3 feuilles. Et là, il regarde. Et ensuite, j'ai dit, voyez, c'est comme ça. Nous déchiffrons ensemble, et cette fois, ça parlait de lui. Lui, tout ce qu'il y avait à savoir sur lui, sa vie privée. Le fait précis. Le fait précis de sa vie. Et là, il est resté absolument... Que vous ignoriez, vous. Ah ben oui, je ne le connaissais pas. Et il m'a dit, mais alors, comment faites-vous ça? Justement, je comptais sur vous pour me le dire. Parce que ça ne résout pas mon problème. Et c'est parti comme ça. Il m'a dit, je ne peux rien faire. Ce n'est pas de ma compétence. Ce n'est pas mon avis psychiatrique. Vous êtes ce qu'on appelle une médium. Alors, au début, c'est un gros problème. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien sûr. C'est un handicap, on en parle, on n'en parle pas. Alors, on n'en parle pas, évidemment. Et puis, petit à petit, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de développer pour en faire une chose à part entière, mais l'intégrer dans la vie rationnelle petit à petit. Alors, vous êtes des qui, précisément? Les vivants, les morts, qui? Tout le monde, parce que quand on aide les vivants, on aide les morts, et quand on aide les morts, on aide les vivants bizarrement. Alors, c'est-à-dire, les vivants, vous les aidez à quoi, par exemple? Écoutez, quand on dit à quelqu'un, alors au début c'était très embêtant, parce que je me rendais à des dîners, vous êtes un dîner entre amis, et tout à coup, vous êtes en contact avec quelqu'un qui vous dit à cette personne que je vais bien, et qu'en fin de compte, il s'est passé ça et ça. Mais est-ce que ça vous arrive malgré vous? Oui, malgré moi. Ou est-ce que vous, par exemple, moi, si je vous dis, est-ce que vous avez un truc à me dire, est-ce que vous êtes capable de faire du sur-mesure? Non, je n'ai pas de sur-mesure. Voilà, donc moi, ça vous arrive à votre insu, quoi. Je n'appelle pas. Je ne demande rien. Au contraire, d'ailleurs, je dirais presque, au contraire, je n'appelle pas. En revanche, ça vient à moi quand il faut dire quelque chose. Et c'est toujours du positif, ce que vous recevez. Il n'y a rien qui vous encombre. Non, je ne suis jamais encombrée. Parce que vous dites quand même dans votre livre que vous aidez les vivants parfois à leur transmettre un message qui peut les aider dans leur vie ou qui peut les informer de quelque chose. Mais vous aidez aussi les morts. Mais nous communiquons toujours. C'est le thème de toute une histoire aujourd'hui. Merci d'accueillir chaleureusement mes invités, en commençant par Patricia, que j'ai toujours autant de plaisir à retrouver. Bonjour Patricia. Bonjour Sophie. Vous êtes médium, mais à la base, vous êtes plutôt journaliste, entièrement cartésienne. Comment ce don est-il apparu?
Eh bien, écoutez, il apparaît, enfin, on va dire encore une fois, cette possibilité s'est développée d'une manière un peu étonnante, puisque c'est arrivé après la naissance de mon fils, 2 mois après, effectivement, donc avoir donné la vie à ce petit bébé, j'ai eu une nuit, dans l'oreille, une voix qui m'a parlé et qui m'a intimé l'ordre de me lever, de prendre un papier et un crayon, évidemment, chose que je ne fais pas a priori, puisque je trouve ça totalement incongru. C'est la première fois que ça vous arrive? Ça m'est arrivé, c'était la première fois que ça m'arrivait. Et moi, tout d'abord, je me suis dit, j'entends une voix, mais première chose, qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce que j'ai bu hier soir? Et puis deuxième chose, c'est, je suis un peu fatiguée, peut-être, baby blues ou une chose bizarre. Bon, j'essaie de me rendormir. Et il y avait quelqu'un à côté de vous? Oui, il y avait mon mari qui dormait, alors je l'ai réveillé, je lui ai dit, tu m'as parlé, et à entendre ce qu'il a bredouillé, j'avais compris que c'était pas lui. Et donc, j'essaie de me rendormir, et là, une deuxième fois, la voix revient dans mon oreille et me dit, je t'ai dit de te lever, de prendre un crayon. Et je suis complètement affolée parce que la première chose, masculine ou une voix féminine? masculine. Alors, elle est masculine, elle est autoritaire, c'est un ton grave et qui ne me laisse pas le choix. C'est-à-dire que je ne peux pas résister, il faut que je le fasse et je le fais. Et ma main part, ma main écrit, mais ma main écrit en dehors du contrôle de mon cerveau. C'est-à-dire que mon cerveau ne pense pas et ma main, elle, a l'air de penser puisqu'elle écrit des mots et des phrases. Avec votre écriture habituelle? Non, c'est une écriture grossière, lettres attachées, une espèce de phonétique. Et là, je me rends compte qu'il se passe quelque chose d'étrange qui me fait d'abord un peu peur, parce que je ne contrôle pas et je ne sais pas quoi faire. Et puis je déchiffre, parce qu'il faut déchiffrer. Je dis bien, je ne lis pas, je déchiffre cette écriture. Et là, je lis le message qui me dit, maintenant, voilà, tu es en relation avec une autre dimension. Alors, comment vous réagissez? Ah ben, je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, je suis complètement folle. Qu'est-ce que c'est? Donc, je ne dis rien. Le lendemain matin, je me lève, je ne dis rien à mon mari, je n'en parle pas à personne. Et je téléphone à un psychiatre, parce qu'il faut absolument consulter, il y a un problème. Je ne peux pas imaginer, je suis devenue médium. C'est pas possible. Donc, je vais voir un psychiatre et je lui explique. Voilà, cette nuit, je crois être devenue schizophrène. Ce qui le fait rire. Et donc, il me dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et je lui explique qu'une voix est venue dans mon oreille. Là, je vois qu'il s'enfonce légèrement dans son fauteuil quand même. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Eh bien, elle m'a dit de prendre un papier, un crayon, et elle m'a dit d'écrire. Et j'ai écrit, vite, heureuse. Et je la sens dans un bonheur total d'être partie. Soulagée. Elle n'était pas plus malade que ça, d'ailleurs, mais soulagée, contente. Donc, chaque défunt a sa manière d'être. Il y en a qui sont dans la tristesse, d'autres sont dans la joie, généralement quand même. Je dois dire que l'autre côté apporte une sérénité dans la majeure partie des cas. Pas toujours, mais on sent quand même une sérénité. Et par exemple, de votre mari aujourd'hui, est-ce que vous sentez ça? Oui, ça y est, depuis peu, il est serein, il a compris. Sa conscience est ouverte, il a ouvert sa conscience à l'autre côté. Il a compris qu'il n'était plus, qu'il n'avait plus rien à faire ici, que ça se jouait ailleurs. Mais il a fallu des mois. Pour lui, 3 heures, pour moi, 8 mois, parce que mon temps n'était pas le sien. Et donc, ça s'est fait comme ça, progressivement. Alors, quand on lit votre livre, il y a des messages très apaisants. On reviendra ensuite aux parents de Nolwenn. Des messages très apaisants pour ceux qui ont perdu un être cher. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous leur dites? Moi, je dis que la mort n'est qu'une illusion, ce n'est qu'un passage. En fait, ils partent et on les suit. On a l'impression qu'on a une vie à vivre sans eux. Et en fin de compte, dans le temps global, c'est 3 secondes. La vie continue de l'autre côté. Nous y allons aussi parce que nous sommes malheureux, parce que nous avons l'impression que nous sommes immortels. À chaque fois que quelqu'un meurt, il est parti. Oh mon Dieu, c'est triste. Comme si nous n'allions jamais partir. Et en fin de compte, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous suivons. Et nous les retrouvons. Il y a un lieu où on se retrouve. Alors c'est dur, l'absence c'est dur. L'absence, il faut la combler tous les jours. Quand quelqu'un vous manque, il faut bien sûr combler cet acte. Alors certains se recroquevillent dans le passé. En fait, que nous disent les défunts? Ils nous disent, je pars, mais je te laisse cette force pour que toi tu continues à vivre. Il ne faut pas oublier que eux attendent de nous en général que nous continuions à vivre avec eux et pour eux. Et ça, c'est un message important. Ne pas se recroqueviller dans ce passé, dans ces souvenirs, mais continuer. Allez, ça ne sera plus jamais comme avant, mais avec cette force qui s'en va, on fait quelque chose de neuf. On innove, on change le quotidien, on change quelque chose dans notre vie
puisque de toute façon, la mort, c'est un peu ça. Ils partent pour que nous renaissions à nous-mêmes. C'est très important. Renaître à soi-même, ça ne veut pas dire d'un seul coup tout oublier. Ça veut dire simplement, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je ne vais pas pleurer, je vais essayer d'être avec lui, avec elle, mais aussi créer quelque chose avec lui, avec elle, quelque chose de neuf que je n'aurais pas fait avant. Ça, c'est très important. Christelle, ça vous parle, ce que vous venez d'entendre? Ça doit vous apaiser, non? Oui. L'été Nolwenn n'a de cesse de nous apaiser parce qu'elle sait que mon mari va mieux. Apparemment, la personne a l'air satisfaite, c'est le principal. Bien sûr. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai ressenti? Oui, je ressens bien la personne, je ressens bien la tristesse, les regrets, tout ce qui fait leur vie, et puis des petits mots de je ne sais pas si on peut dire ce qu'on peut dire exactement sur cette personne, mais on sent bien des petits mots qui démontrent bien la personnalité, on sent bien toutes ces choses-là. L'alarme. C'est elle. Comment? C'est elle. J'ai pas touché. Il n'y a pas de pile dedans. Ah si, il y a des piles dedans. Ah bon, vous avez remis des piles? Ah non, mais elles datent de je sais pas combien de temps, mais là on n'a pas touché quoi. On n'a pas touché. Pour la faire sonner, il faut appuyer quoi. Bon. Désolée, on vous a interrompu. Non, y a pas alors de mal. salut Nolwenn, hein. On t'embrasse. Hein? Qu'est-ce que vous lui dites dans ces cas-là? Ah, j'ai fait plein de bisous. Ah oui, voilà, c'est ce qu'on a C'est mis ce à qu'elle faire. attend, je pense. Hein. Et vous l'entendez, Nolwenn? Elle vous Non, parle? je ne l'entends pas, mais oui, tout à l'heure, je la ressentais bien. Comme je disais, rien d'extraordinaire, peut-être pas grand-chose qui vous aidera, mais je ressentais beaucoup le chiffre 4. Vous disiez, elle est décédée à 24. C'est notre chiffre notre chiffre fétiche, parce qu'on est 4. Ah, d'accord. Voilà, on est tous les 4. Je voyais beaucoup le chiffre 4. Et on fait rien, on fait tout par 4. Même si elle est partie, on fait tout par 4. D'accord, bien. Ensuite, ce que je sentais, c'est un énorme besoin chez vous, madame, d'affection, de câlin, voilà, un besoin presque boulimique de câlin, de serre-moi, elle est avide d'amour. Pendant 24 ans, j'ai connu, pendant 24 ans de sa vie, j'ai connu les moindres recoins de sa peau, de son odeur. Ah oui, vous étiez très fusionnelle. D'accord. Voilà, donc du coup, ce qui me manque là, c'est ce besoin de toucher, de tactile. Apparemment, elle aussi. Ouais. Et puis, la dernière chose qui me venait, c'était que j'ai l'impression, mais je ne sais pas si ça va vous étonner ou pas, j'ai l'impression que votre fille, dans l'au-delà, elle recrée quelque part une vie d'enfant. Moi, je la vois gambader. Bon, voilà. C'est ça, gambader peut-être, libre. Enfin, c'est libre. Et puis, avide de jeux d'enfant, de liberté d'esprit et de jeux dans lesquels on pourrait s'oublier complètement, de légèreté. Elle n'a jamais pu faire ça. Donc, elle s'amuse avec mon oreille, quoi. Avec votre oreille? C'est-à-dire? C'est quand moi elle était petite, je mettais le doigt dans l'oreille, je lui disais tiens, il y a un trou là. Et puis elle m'attend, elle s'amuse à me trifouiller l'oreille en permanence. Ah bon. Elle lui chatouille l'oreille. Ça me chatouille. Voilà, ça me chatouille. Je sais que c'est elle qui s'amuse, quoi. Comme une enfant. Voilà. Elle tape des pieds, comme elle faisait quand elle était petite. Comme elle n'a pas eu d'enfant, c'est vrai que ça ne m'étonne pas du tout qu'elle ait recréé... Pas toujours, mais on sent quand même une sérénité. Et par exemple, de votre mari aujourd'hui, est-ce que vous sentez ça? Oui, ça y est, depuis peu, il est serein, il a compris. Sa conscience est ouverte, il a ouvert sa conscience à l'autre côté. Il a compris qu'il n'avait plus rien à faire ici, que ça se jouait ailleurs. Mais il a fallu des mois. Pour lui, 3 heures, pour moi, 8 mois, parce que mon temps n'était pas le sien. Et donc, ça s'est fait comme ça, progressivement. Alors, quand on lit votre livre, il y a des messages très apaisants. On reviendra ensuite aux parents de Nolwenn. Des messages très apaisants pour ceux qui ont perdu un être cher. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous leur dites? Moi, je dis que la mort n'est qu'une illusion, ce n'est qu'un passage. En fait, ils partent et on les suit. On a l'impression qu'on a une vie à vivre sans eux. Et en fin de compte, dans le temps global, c'est 3 secondes. La vie continue de l'autre côté, nous y allons aussi, parce que nous sommes malheureux, parce que nous avons l'impression que nous sommes immortels. À chaque fois que quelqu'un meurt, il est parti, oh mon Dieu, c'est triste. Comme si nous n'allions jamais partir. Et en fin de compte, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous suivons. Et nous les retrouvons. Il y a un lieu où on se retrouve. Alors c'est dur, l'absence c'est dur. L'absence, il faut la combler tous les jours. Quand quelqu'un vous manque,
Il faut bien sûr combler cet acte. Alors, certains se recroquevillent dans le passé. En fait, que nous disent les défunts? Ils nous disent, je pars, mais je te laisse cette force pour que toi, tu continues à vivre. Il ne faut pas oublier qu'eux attendent de nous, en général, que nous continuions à vivre avec eux et pour eux. Et ça, c'est un message important. Ne pas se recroqueviller dans ce passé, dans ces souvenirs, mais continuer. Allez, ça ne sera plus jamais comme avant, mais avec cette force qui s'en va, on fait quelque chose de neuf. On innove, on change le quotidien, on change quelque chose dans notre vie, puisque de toute façon, la mort, c'est un peu ça. Ils partent pour que nous renaissions à nous-mêmes. C'est très important. Renaître à soi-même, ça ne veut pas dire d'un seul coup tout oublier. Ça veut dire simplement, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je ne vais pas pleurer, je vais essayer d'être avec lui, avec elle, mais aussi créer quelque chose avec lui, avec elle, quelque chose de neuf que je n'aurais pas fait avant. Ça, c'est très important. Christelle, ça vous parle, ce que vous venez d'entendre? Ça doit vous apaiser, non? Oui. Letty Nolwenn n'a de cesse de nous apaiser parce qu'elle sait que mon mari va mieux, il avance plus vite. Il avance plus vite parce que il a repris son travail. Moi, je ne suis... Parce que au départ, avant qu'elle ne décède, je m'occupais d'elle 24 heures sur 24. Donc je suis seule, je me retrouve seule, donc j'ai du mal. Mais elle n'a de cesse de nous apaiser. Par exemple, le médium nous avait dit, lors d'un des premiers... Nous respectons ça, et par contre, nous voudrions cohabiter en paix. Pas de réponse, ni aucun autre signe de communication. Pour ce soir, c'est terminé. Et pour Véronique, des questions restent encore en suspens. Je suis un petit peu encore dans l'expectative parce qu'il y a des gens qui sont morts là. Bon, il y en a qui veulent rester là parce qu'ils aiment le lieu, mais pourquoi ils sont toujours là aérés? Pourtant ce soir, la médium a obtenu quelques signes de communication. Tu crois que suite à cette première approche, les esprits les plus ouverts, je dirais, prendront contact avec moi, que j'aurai des signes de leur part? Déjà, si jamais ils arrivent à s'ouvrir, bon là ils ne sont pas ouverts, hein, ça c'est clair, mais s'ils arrivent à s'ouvrir, déjà ça y est, c'est un pas de franchi. Il faut que je m'habitue à communiquer, parce qu'en fait c'est un endroit où il faut communiquer, sinon on est recroquevillé dans la peur et ça marche pas. Il faudra donc beaucoup de patience à Véronique avant de pouvoir dialoguer. Alors, plusieurs fois, ça veut dire que vous avez fait déjà venir plusieurs médiums pour communiquer avec les esprits de votre... Mais alors, vous allez rester là ou quoi? C'est pas trop pénible à supporter? Vous arrivez à y dormir? Comment ça se passe? Seule, non, je peux pas. Il est seul pour l'instant. Et en fait, le problème, c'est que je fais pas venir des médiums par curiosité ou pour le folklore. Je fais venir des gens qui ont le don pour qu'ils m'aident à comprendre. Parce que moi, je pense qu'à force d'avoir des prises de contact, je suis en train de rassembler les pièces du puzzle. Parce que j'aimerais savoir qui est là. Pourquoi ces gens ils sont restés là? Et vous avez déjà réuni quelques pièces? J'ai quelques identités, c'est vraiment incroyable, j'ai quelques identités parce que moi... Et les témoignages des médiums se recoupent? Ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est que c'est des médiums qui ne se connaissent pas forcément. Moi, quand je les appelle, je dis pas oui, mais j'ai eu un tel, je fais exprès de rien dire. Je ne dis rien du tout sur ce qu'on a trouvé, sur ce qu'on a noté. Et franchement, quand les gens arrivent dans les mêmes pièces, ils me disent... ils me décrivent la même personne. Donc, je veux dire, tout corrobore. Après, moi, j'ai eu des identités que j'ai pu vérifier avec les archives. Parce alors, par exemple, vous savez quoi? Moi, par exemple, j'ai ma fameuse jeune fille qui a été enregistrée, la Alice, dans cette chambre, qui est vraiment super présente. Ce qui m'a fait peur, c'est qu'elle avait la tuberculose et une pyélonéphrite, une infection rénale très rare. Ma fille, qui a le même âge, m'a aidée dans cette chambre à faire des travaux, et le lendemain je l'ai amenée à l'hôpital pour une pyélonéphrite que rien ne j'avais aucun symptôme, aucun prémisse, rien. Donc là j'ai commencé à me mettre en colère et j'ai dit bon, si c'est ça, moi fougerais, j'ai mis le feu, je m'en vais. Non, mais parce que bon, après moi j'avais peur pour mes enfants, vraiment. Qui on voit là? C'est Alice, c'est cette jeune fille. Mais je l'ai trouvée là, par contre j'ai trouvé plusieurs personnes.